Mesdames et messieurs, bonsoir. Plus de doute désormais, Patrice Talon va encore présider aux destinées du Bénin pendant les 5 années à venir avec sa colistière Mariam Chabi Talata qui va occuper le poste, quant à elle, de vice-présidente de la République. La Cour constitutionnelle présidée par le professeur Joseph Tchogbenou a confirmé ce mercredi l'élection de ce duo suite à la présidentielle organisée le 11 avril dernier. Une mandature qui va démarrer dans environ un mois avec alors même que des voix s'élèvent de plus en plus pour dénoncer des arrestations massives dans le pays. Quelle garantie a-t-on alors que ce second mandat du président de la République sera apaisé et réussi? La question nous intéresse et nous ouvrons le débat dans un instant. Au Tchad, le président maréchal Idriss Déby Itno a été conduit à sa dernière demeure ce vendredi, décédé en début de semaine alors qu'il était au front dans un combat contre les rebelles, selon la version officielle. Idriss Déby Itno a été inhumé après un hommage national qui lui a été rendu devant une bonne douzaine de chefs d'État. Le Tchad va-t-il alors perdre le contrôle face à la montée du djihadisme dans le Sahel? On en parle également dans cette émission. Et pour cet exercice, je reçois pour vous sur ce plateau 3 différents acteurs. Élisée Héribert Label Adjovi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes gouverneur du magazine panafricain, le label diplomatique et président du caucus panafricain des journalistes. Merci de votre présence sur ce plateau. C'est un devoir citoyen. Je salue également les autres acteurs ici et les chers téléspectateurs. Merci infiniment d'être là. Avec nous également sur ce plateau, Landry Adelakon, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir, chers co-débatteurs, je dirais. Et bonsoir également à vos chers internautes qui nous suivent et que nous espérons qu'ils seront satisfaits au thème de cette émission. On verra bien. Vous êtes juriste, évidemment commentateur de l'actualité sociopolitique et judiciaire également, ou juridique. Merci de votre présence sur ce plateau. Avec nous également, Loukman Tidjani, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir aux amis téléspectateurs et bonsoir au plateau. Voilà, vous êtes acteur politique appartenant donc au camp de la majorité présidentielle, parlant de l'arcane politique du Bénin. Merci infiniment à tous d'être venus partager avec nous vos différentes appréhensions de l'actualité socio-politique nationale. Alors au Bénin, suite à la présidentielle organisée le 11 avril 2021, le duo Talon-Talata vient en tête avec un score de 86,36% sur l'étendue du territoire national. Et ce duo est suivi d'un autre, Djemba Paul Humpé, qui amasse 11% du suffrage. Et puis en dernière position, le duo Corentin Koué-Irénée Agossa qui ramasse 2,35%. Loukman Tidjani, quel commentaire vous faites de ces chiffres-là? Est-ce que c'est surprenant aujourd'hui? La Cour constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs. On n'a pas enregistré de recours à la Cour. Est-ce que c'est surprenant ce score? Non, je pense d'abord qu'il faut remercier l'ensemble du peuple béninois pour encore une fois cette maturité dans l'exercice démocratique. Remercier l'ensemble ou la presque totalité des acteurs politiques, en particulier les 3 duos de candidats qui ont accepté faire ce jeu démocratique qu'est de compétir. Remercier l'ensemble des institutions, que ce soit au niveau de la Sénat et qu'au niveau de la Cour constitutionnelle, et y compris les acteurs des médias qui ont joué un rôle très important dans le déroulement de ce processus électoral. Nous ne devons pas être surpris de ce que, juste après la proclamation des grandes tendances par la Sénat et les résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, il n'y ait pas eu beaucoup de polémiques. Ce n'est pas un fait inédit qui vous soutienne qu'au lendemain de l'élection du président Patrice Talon en 2016, nous avons vu son challenger être le premier à avoir félicité celui-ci d'avoir aidé pour son élection. Cela témoigne d'une manière ou d'une autre de la maturité que nous avons, de la maturité que les acteurs politiques béninois ont, de la maturité que le peuple béninois a dans l'organisation et dans le déroulement des processus électoraux, de la confiance et de la foi que nous plaçons aussi à nos institutions. On a beau crier, on a beau polémiquer, on a beau tergiverser, on a beau discuter autour d'un certain nombre d'éléments. C'est ce que j'ai vu au Bénin, dans la pratique des institutions, lorsque la Cour constitutionnelle donne une décision, elle est toujours sans recours et l'ensemble des Béninois, l'ensemble des acteurs, à un moment donné, s'arriment derrière cette décision de la Cour constitutionnelle. Mais dans le cas d'espèce, les candidats pouvaient adresser des recours à la Cour constitutionnelle s'ils avaient estimé que les résultats n'étaient pas suffisamment objectifs.
Oui, c'est simplement parce que au-delà de tout, la Sénat a fait un travail professionnel. Les recours sont adressés simplement parce qu'à un moment donné, on discute autour des chiffres, parce qu'on estime qu'à un moment donné, on a été lésé dans la gestion du contentieux électoral à un moment donné. Mais cela témoigne encore une fois, c'est la première expérience d'une Sénat permanente qui arrive pratiquement à son terme. Cela montre encore que lorsque nous mettons en place des institutions permanentes qui font preuve de professionnalisme dans la gestion du processus électoral, dans la gestion du contentieux, nous avons vraiment des élections qui sont transparentes. Avant même de revenir amplement sur la question du recours ou non, sur la question des chiffres, si ce duo-là du chef de l'État a pu amasser un score aussi élevé, est-ce que c'est parce qu'il est président d'exercice et qu'il a donc le pouvoir en main et capable de pouvoir peut-être faire peur à ses adversaires qu'il a eu un tel score, ou bien c'est parce qu'il n'a pas eu de vrai challenger en face? Non, c'est simplement parce que on a eu l'expérience, on a vu des présidents de la République avoir le pouvoir en main et perdre les élections. C'est simplement parce qu'aujourd'hui, le contexte politique s'est prêt. Nous avons un président qui a entrepris des réformes politiques. Un président qui a un bilan qui est satisfaisant, ce qui plaît dans sa faveur, ce qui fait qu'aujourd'hui, son programme, son bilan est accepté par la presque totalité des Béninois. C'est vrai qu'à l'intérieur, il ne faut pas le nier, qu'il y a des crises, qu'il y a des conflits d'opinion, des conflits autour d'un certain nombre d'intérêts. Il y a certains qui se réclament d'un héritage démocratique. Mais aujourd'hui, vous comprenez que plus de 90% de nos concitoyens comprennent qu'au-delà de l'héritage démocratique, nous avons un combat à mener vers le développement économique et le progrès social. C'est ce que le président Patrice Talon a fait pendant ces 5 dernières années. Et c'est normal que cela puisse recevoir l'approbation de l'ensemble de ses concitoyens. Les candidats en face n'ont pas démérité, ce n'est pas des candidats plumes. Quand vous voyez le discours politique qui a été tenu par un certain nombre de candidats des duos qui étaient en face à un moment donné, il fallait avoir peur. Ils avaient un discours cohérent, ils avaient un discours, certains parlaient de l'alternance. Certains avaient même proposé un mandat de transition. Cela veut dire que si à un moment donné, le peuple béninois voulait vraiment l'alternance, il allait vraiment donner la chance à ces gens-là d'opérer l'alternance. Aujourd'hui, c'est la continuité de la dynamique. Nous sommes proches de la mouvance présidentielle. Nous nous réjouissons de ce que cette dynamique qui amène vers le progrès économique, qui amène vers le progrès social et qui révèle, comme on le dit davantage le Bénin, que cette dynamique continue et qu'elle puisse porter vraiment ses fruits. Landry Adelakun, lorsqu'on analyse un peu les chiffres, est-ce que c'est parce que le chef de l'État est suffisamment populaire à partir de son bilan, ou bien c'est parce qu'il n'a pas eu en face de vrais challengers, des challengers suffisamment capables de rivaliser avec lui sur le terrain? Oui, je pense que l'appréciation des chiffres, en effet, c'est à deux volets. On considère que vous avez un bilan extrêmement positif qui fait que dans une telle élection, vous arrivez quand même à emmagasiner un peu moins de 90%. Ou carrément on considère que vous avez le contrôle des institutions de la République, des institutions chargées de l'organisation des élections, ou carrément également du contentieux électoral. Alors dans l'un ou l'autre des cas, moi je ne saurais dire ce qui est. Mais par contre, si vous voulez analyser, vous allez voir que le contexte qui a prévalu depuis fin 2018, donc l'adoption du premier code électoral sous le régime du président Patrice Talon, et à 2021, donc les élections de présidentielles, c'est un contexte assez particulier. Quand vous observez des élections législatives à polémique qui ont engendré ce qu'on n'aurait pas dû voir dans l'histoire politique et constitutionnelle du Bénin depuis 1990, lorsque vous observez une élection communale avec, je dirais, l'éruption du législateur en pleine installation des conseils communaux, du jamais vu, et avec des interprétations complètement alambiquées des questions de droit. Et lorsque vous assistez, chemin faisant, à tout ce qui a conduit aux élections de 2021, vous constatez tout simplement que de mauvaise foi ou de bonne foi, que l'on soit de la mouvance ou de l'opposition, il y a eu un problème. Le problème vient de qui? Nous, on ne saurait le dire, mais quand on apprécie les règles de droit, on trouve que quand même il y a eu quelques mal-donnes, il y a eu des remises en cause tristes et des principes de droit. Et il y a eu un nouvel enseignement du droit au Bénin, donc nous avons pris acte et je pense que désormais dans la pratique nous allons faire avec. Alors quand vous êtes... vous faites allusion à quoi exactement? Nouvel enseignement du droit, des remises en cause tristes? Je crains que, en voulant revenir sur certains éléments, on ne perd pas de vue l'objet
cette émission. Encore que j'ai eu le temps suffisamment de le dire sur d'autres plateaux et même ici même. Alors, je vais vous le rappeler. Je l'ai dit sur Eden TV le jour même des communales, puisque j'ai été reçu voilà, pour le direct. Lorsque on vous dit en plein processus, nous sommes à la phase d'installation et qu'on trouve qu'il y a blocage, quelqu'un a dit, un gros juriste a dit que quand ça bloque, je cite, quand ça bloque, il faut débloquer. Alors pour débloquer, on est reparti au Parlement pour prendre une loi interprétative et complétive. Ce n'est pas mauvais, ça existe en droit. Mais la loi interprétative et complétive ne vient pas dire le contraire de ce que la loi originale a dit. C'est ce qui s'est passé au Bénin. On n'a pas revenu dessus. Si un juriste me dit le contraire, on va sortir la loi, il va me donner les interprétations claires. Parce qu'au Bénin, nous avons le code électoral, nous avons la loi sur la décentralisation. Donc l'interprétation vient éclaircir. Et nous dit le contraire ou bien fait des ramifications. Donc on a compris la tricherie législative à ce niveau. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. J'ai discuté avec des maires avant leur installation. Nous avons... Bon, d'accord. Bon, en tout cas, en privé, tout le monde est d'accord. Maintenant, en public, tout le monde n'est pas d'accord. Je suis d'accord avec vous, hein, on se comprend. On va créer dessus. Bon, en privé, vous n'êtes pas d'accord. Vous, non. Mais certains, en tout cas, sont d'accord en privé. Ça me réjouit parce que j'aime l'honnêteté. On peut ne pas être d'accord en public, mais qu'on puisse reconnaître au moins ce qui n'est pas bon. Là, on est technique. Maintenant, lorsque vous quittez là, vous avez par exemple ce que nous n'avons pas du tout aimé en 2018, fin 2018 jusqu'en 2019, qui a fait que certains de l'opposition, je le dis encore, de bonne foi ou de mauvaise foi, on s'est retrouvé dans une situation où le juge constitutionnel devait intervenir. C'est de son droit. Mais le juge est intervenu et puis on a eu la création jurisprudentielle du certificat de conformité qui a créé tout ce que vous avez vu. C'est de bonne foi, c'est de mauvaise foi, je ne sais pas. Mais toujours est-il que le juge constitutionnel... C'est factuel. Donc voilà, donc il faut parler factuel. Donc le juge est intervenu et puis ça a créé ce que nous avons créé. De bonne foi ou de mauvaise foi, je ne sais pas. Parce qu'il faut dire, la démocratie béninoise, elle est assise sur de la pourriture. Que l'on soit de l'opposition de la mouvance, c'est clair. Donc, quand vous avez vécu tout cela et que on a fini par dire, oui, puisqu'il y a une situation en 2019, il fallait aller au dialogue. Le dialogue a été malheureusement conduit par d'éminents professeurs de droit. Mais après, ça a donné ce que ça a donné. J'estime que ce n'est pas une fierté pour ceux-là, pour nos patrons et pour ces bibliothèques du droit sur le continent qui ont eu à conduire ce dialogue. J'estime que pour eux, ce n'est pas bien. Mais bon, le dialogue a donné ce que ça a donné. Oui. Et ce qui est sorti du dialogue, vous l'avez vu. Nous avons eu la révision constitutionnelle et nous avons eu l'adoption d'un nouveau code électoral. Alors, la révision constitutionnelle a créé des nouveautés. Ce n'est pas interdit. Donc, le parrainage ne pose un problème. Mais le constitutionnel a laissé la liberté aux législateurs de définir quel type de parrainage nous voulons. Alors, le jeu a été joué. Nous avons distingué. Nous avons dit, nous voulons le parrainage des élus. Les grands électeurs, si on était aux États-Unis. Est-ce que le contexte qui a prévalu à l'installation du Parlement qui est là, qui a adopté le code électoral et qui a fait la révision, permettait objectivement, non objectivement, d'aller au parrainage des élus pour des élections à venir? Si nous sommes d'accord qu'à l'Assemblée nationale, il n'y a que 2 partis politiques affiliés au régime en place. Dans ce contexte, sommes-nous fondés à aller demander le parrainage des élus, alors que nous avons le parrainage citoyen? Et que nous sommes en Afrique, et que la Côte d'Ivoire a instauré le parrainage citoyen, et que le Sénégal a instauré le parrainage citoyen, et qu'au Mali, le parrainage citoyen est descendu jusqu'au niveau des élus locaux. Mais le Bénin a préféré dire députés et maires. Après avoir installé 83 députés appartenant au régime, et en 2020, on aurait pu faire un rafistolage. Nous avons constaté les communales que nous avons constatées. De bonne foi ou de mauvaise foi, toujours est-il que la plupart des partis de l'opposition n'ont pas pris part à cette élection, à part l'FCBE, qui sont aussi accusés à tort ou à raison. Et donc, si ce sont 17 maires, l'FCBE ont pu obtenir, je pense, 6. Si nous considérons que c'est un parti, si nous considérons que c'est un parti de l'opposition, en droit, la bonne foi est présumée. Je présume que c'est un parti de l'opposition. 6. Les tests ont dit que les élus dont on a besoin, c'est au minimum 10. Donc, on vous dira qu'en droit, le problème ne se pose pas. Puisque oui, vous pouvez vous lever et obtenir le parrainage de X ou de Y qui est député ou maire. Mais franchement, ne faisons pas non, ne trichons pas. Ne trichons pas. Parlons sincèrement. Tout le monde a fait la politique. Et à divers niveaux, chacun a été responsable étudiant à divers niveaux avant d'aller là où il est. Donc, on ne va pas se regarder et dire que quand j'ai fini d'installer mes chances, vous allez vous lever parce que nous sommes dans une démocratie.
est venu obtenir des parrainages. Donc, je vous assure, moi, je le dis, nous sommes là, moi, responsable, j'installe ce que nous avons installé en 2019, et vous viendrez. Mais là, je préfère démissionner. Parce que là, j'ai perdu le contrôle sur mes poulains. C'est ce qui s'est passé en 2019. Et du coup, pour aller aux élections, ceux-là qui, à raison ou à tort, ont boycotté ou n'ont pas pu participer aux élections précédentes, mais n'avaient pas d'élus. On est d'accord, c'est factuel. Ceux-là n'avaient pas d'élus. Alors, il fallait faire la cour aux autres élus, puisque, oui, la loi n'a pas dit, parce que vous appartenez à tel parti, nécessairement, vous devez le faire. Mais ça, c'est la loi, ça. Quand on rentre dans la pratique, est-ce que c'est faisable? Mais nous avons constaté, vous avez vu, des gens nous ont présenté, quand même des gens ont dit qu'ils n'iront pas chercher des parrains, mais nous ont présenté des actes d'huissier pour montrer que oui, ils ont fait des demandes et autres. Maintenant, même si vous faites les demandes, la loi n'a jamais dit qu'en tant qu'élu, de façon exceptionnelle, vu que nous avons un parlement monocolore, vous devez pouvoir réserver tel quota à tel. La loi ne l'a jamais dit. Puisque la loi ne l'a pas dit. Le parrainage est libre. Donc, est libre. Je vous le donne ou je ne vous le donne pas. Il n'y a pas de procès là-dessus. Et c'est ce qui s'est passé. Puisque vous n'avez pas le parrainage. Les gens ont beau crier, ils ont crié, ils n'ont pas pu. Et donc, nous étions dans cette situation quand on a vu, dans un parti qui a été créé à la va-vite par certains, mais c'est dans ce même parti que certains sortent. Et ceux-là obtiennent leur parrainage et déposent leur candidature. Ce n'est pas interdit, n'est-ce pas? Et au même moment, certains n'ont pas pu obtenir leur candidature. Et il y a d'autres indépendants également qui ont fait le tour du pays, à sillonner le pays, qui n'ont pas pu obtenir également. Et donc, nous sommes allés aux élections. Et ce qu'il faut constater, c'est que nous étions dans une situation de... On a l'impression que le choix des challengers a été fait par le compétiteur principal. D'accord. Et c'est ça qui a finalement expliqué l'arrivée. Donc, finalement, vous constatez que quand c'est comme cela, bon, il peut arriver que face à des faits valoir, mais quand même, on vous bat à plate couture, ça peut arriver. Donc, il faut être... Là, je suis factuel et je l'ai dit, tout s'est passé à tort ou à raison. Je ne suis pas dans les secrets des dieux. Alors, Élisée Heribert Labella-Diovi, lorsque vous écoutez Lukman Tidjani tout à l'heure, il met l'accent sur deux grands aspects. D'abord, les réformes et puis le bilan du chef de l'État qui lui aurait permis de se faire plébisciter. Parce que si on considère un tel score, on peut parler de plébiscite. Mais selon Landry Adelakoun, c'est que la question du parrainage, et d'ailleurs, disons les autres dessous de la réforme politique, si je le résume bien, ont pu expliquer l'absence de grands candidats ou de candidats de poids à l'occasion de cette élection. Et c'est ce qui aurait expliqué un tel score à l'arrivée. Est-ce que vous avez trouvé peut-être un juste milieu ou un autre niveau d'analyse de cette question-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas, je demande votre avis, justement. Mais je crois que nous ne devons pas avoir peur des mots simples. C'est notre pays, le Bénin. Nous sommes en politique. Et donc en politique, souvent, tous les coups sont permis. Et il y a eu des coups, certainement. Il y a eu des coups. Il faut faire la part des choses. Le président Patrice Talon est venu en 2016 et il a dit clairement qu'il veut réformer. Et vous savez, lorsqu'on parle de réforme, c'est évident que des intérêts seront bousculés. Lorsqu'on parle de réforme et qu'on a à avoir avec un réformateur qui vient du monde des affaires, dans le monde des affaires, on régente tout, il n'y a pas d'obstacle. Vous faites tout pour arriver au résultat. Donc, dans ce sens, on peut dire, dans la peau de l'homme d'affaires, pense que le président Patrice Talon a joué pleinement son rôle. Sauf que ici, il s'agit de la gestion du pouvoir d'État. Donc, de tenir compte des aspirations des uns et des autres sans faire de la compromission. Et dans ce sens, je suis perplexe. Je suis perplexe parce que nous savons très bien que depuis 1990, quand on fait le bilan du trentenaire de l'expérience démocratique, on se rend bien compte qu'on s'est fourvoyé. Parce qu'à la conférence nationale, il y avait des intellectuels qui sont venus de l'extérieur. Je ne dirais pas, comme feu général Mathieu Kérékou, qu'on a des intellectuels tarés, mais on a des intellectuels qui sont venus et ont jeté et l'eau et le bébé. Et on n'a pas tenu compte des acquis de la Révolution.
Et donc, on a commencé cette démocratie avec tous ses travers. Parce que vaut une démocratie qui ne nourrit pas son homme? Mais en même temps, est-ce que quand on veut nourrir le peuple, il faut le priver de tout? On est dans ce débat-là. Et par rapport aux élections successives qu'on a eues, parce qu'il était important qu'on ne se retrouve plus avec une centaine de partis et tout le monde est candidat, tout ça. Il était important, ça fatiguait à la limite, et tous les acteurs politiques étaient d'accord pour qu'on aille aux réformes. Mais évidemment, d'autres diraient dans le droit, en un mot, trompe qui peut. On a l'impression qu'en politique également, trompe qui peut, parce que à l'arrivée, on se retrouve d'abord par rapport aux législatives avec cette histoire de certificat de conformité qui a amené beaucoup de polémiques. On a vu des élections qui ont été organisées avec assez de difficultés pour le citoyen que nous sommes. Et puis, par rapport à la présidentielle, je pense que le certificat de conformité, c'est un peu comme le parrainage également pour la présidentielle. Maintenant, personnellement, je trouve que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude parce que les lois qui ont été votées en son temps ont été votées par un Parlement qui n'était pas aussi monocolore que ça, avant que ce nouveau Parlement, le Parlement qui est actuellement là, ne soit, je parle de la 7e législature. La présidée par Maître Adrien Mbedi. Absolument. Donc, nous avons été habitués, et ça, il faut le reconnaître. Il ne faut pas vouloir chercher à accuser les uns alors que vous-même, vous avez des cadavres dans le placard, excusez du peu. Oui. On a été habitués dans ce pays à ce que tout soit marchandé. Pour voter des lois, on marchande. Pour voter même la loi pour le budget, on marchande. Pour tout, on marchande. Dans ces conditions, évidemment, alors celui qui donne le plus a le résultat. Et donc, il ne faudrait pas, lorsque on se retrouve dans la situation actuelle, que les gens pleurent sur du lait renversé. Je crois que on est véritablement dans un besoin de renaissance. Ça, c'est évident. Il va falloir que l'on s'asseye. La présidentielle a eu lieu, tout le monde, je pense qu'à commencer par le président de la République, il sait très bien que les conditions, les tests et nos pratiques qui ne sont pas aussi orthodoxes que ça ont permis à ce que tout ce qui s'est passé là depuis quelques années se sont passés et il n'est pas le seul à prendre tous les péchés d'Israël sur la tête. Et nous sommes dans une situation où tout le monde est coupable, tous les acteurs politiques sont coupables. Et si les autres ont abusé de la confiance du peuple, qu'est-ce qui l'empêche lui aussi d'en abuser? Nous sommes dans cette situation. Donc aujourd'hui, la présidentielle s'est déroulée avec tout ce qu'on peut se dire, mais ce qui est essentiel, c'est la suite. La suite, parce que au-delà de tout, les acteurs politiques, ils arrivent toujours à s'arranger, mais le peuple manque de tout. Mais on peut quand même dire que chaque régime qui s'est succédé, les régimes qui se sont succédés à la tête de notre pays ont pu faire ce qu'ils peuvent. Et à la vérité, on peut quand même dire que vraiment le président Patrice Talon a promis réformer. Les réformes ont été enregistrées, on peut voir l'amélioration du climat des affaires, on peut voir l'attractivité de notre pays par rapport au monde. Aujourd'hui, en une journée, en quelques heures, vous pouvez créer une entreprise. On a vu qu'effectivement, dans le cadre de l'Union africaine, le Bénin est un pays qui est ouvert et tout le monde peut venir en tant qu'Africain au Bénin sans visa. Aujourd'hui, on a les grands travaux qui ont été lancés, on a vu l'asphaltage, tout cela, ça rentre dans le sens positif parce que en dehors de tout, c'est le peuple. Le peuple a besoin de l'eau. Je pense qu'aujourd'hui, on a évolué également dans ce domaine, a besoin de l'électricité, dans le domaine énergétique. Je pense qu'on a fait quand même de grands pas aussi. Et donc, il y a quand même des résultats. Il y a quand même des résultats dont peut se prévaloir le président Patrice Talon au terme de son premier mandat. Maintenant, est-ce que ces résultats justifient tout? Je ne vais pas le dire, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le système a permis tout ce qui s'est passé. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas pleurer sur du lait renversé. Il faudrait qu'on aille plus loin et donc souhaiter
qu'à travers le second mandat et beaucoup plus. Parce que moi, j'ai dit sur plusieurs plateaux, je ne veux pas pleurer pour la mouvance, je ne veux pas pleurer pour l'opposition. Je veux que le peuple qui, depuis 1960, conjugue le bonheur au futur, qu'à travers ce second mandat, si de la même manière que sur les réformes et un certain nombre d'engagements, le président Patrice Talon a commencé, et pour ce second mandat, lui-même a confessé pendant la campagne, notamment dans le Koufo, si mes souvenirs sont exacts, oui. Que oui, les routes, oui, l'asphaltage, mais l'asphaltage ne nourrit pas le peuple. Et donc, si pour le second mandat, sur le plan social, l'essentiel peut être fait, je ne dirais pas que les politiques n'ont qu'à aller se plaindre ailleurs, mais je veux dire que c'est l'essentiel, même si lui-même a promis également qu'il travaillera à garantir un peu plus de confort à chaque citoyen. Voilà, et au-delà, comment on peut travailler pour que le système démocratique soit pérennisé. Mais si on reste un peu dans le champ politique tout de même, c'est vrai, hein, vous avez tout à l'heure mis le doigt sur ce qui devrait être la priorité pour l'heure, c'est-à-dire le futur, la destination finale. Le chef de l'État a dit qu'il lutte pour que le pays soit davantage développé. Et certains, par exemple, dans la presse internationale, on estime qu'il met, c'est vrai, l'accent sur le développement et qu'il met un peu entre parenthèses les questions de démocratie. Et par exemple, on a estimé que pour cette présidentielle, il n'y avait pas eu de candidats de poigne. C'est pour ça que j'ai posé la question aux uns aux autres tout à l'heure. Avez-vous l'impression qu'il est incompris à partir de ces réformes politiques? Non, je pense qu'il n'est pas incompris. La classe politique, notamment de l'opposition, fait de la ruse également, comme c'est le cas un peu, je ne sais pas, de la mouvance. La classe politique de l'opposition sait très bien que les réformes qui ont été engagées, la plupart des réformes vont dans le sens du mieux-être du peuple à court, à moyen terme. Mais en même temps, on sait que lorsque vous félicitez votre adversaire dans notre système politique, c'est comme si vous n'existerez plus. Donc, de ce côté-là, on peut comprendre la classe politique de l'opposition, même si ce n'est pas vertueux. Mais cela ne justifie pas tout. Cela ne justifie pas tout. Je pense que, à la vérité, oui, la mouvance aussi a profité des travers de notre système. Et le président de la République lui-même, une fois encore, l'a reconnu, hein, que nous sommes dans un pays et nous sommes dans un système où finalement l'argent peut tout acheter. Il faut qu'on change. Il faut qu'on change. Et donc, si quelqu'un est dans la position où elle peut profiter d'un système qui est bâtard, excusez du terme, oui, ne lui refusez pas d'en profiter. Si nous tous, nous constatons qu'on va le dos au mur, on va se rendre compte que ce que nous faisons, ça ne se passe pas bien et qu'il faudra revenir à la raison. Cela dit, il y a quand même le point sur tout ce qui se passe actuellement. Vous parlez d'arrestation, on va revenir à ça tout à l'heure. De situation. Je vais vous relancer par rapport à cette question tout à l'heure. Lukman Tidjani, le parrainage notamment, a-t-il été une arme d'exclusion pour qu'on en arrive à des candidats qui suivent un duo qui a eu 86% après des candidats qui ont eu 11% et 2%? Non, je ne vais pas rester dans le déni du fait que dans le processus des réformes politiques, il y a beaucoup de choses à dire. D'accord. Je ne vais pas rester dans le déni des colères saines des acteurs politiques, je dirais des acteurs de l'opposition. Ces colères peuvent être saines. Mais en acceptant ces colères saines, je vais attirer notre attention sur les fenêtres politiques qui ont été ouvertes tout au long du processus. À la veille des élections législatives de 2019, lorsque nous avons constaté que nous étions dans un blocage, il y a une fenêtre politique qui a été ouverte par le chef de l'État, qui vous souvient la rencontre des acteurs politiques, le renvoi des acteurs politiques au Parlement, en février 2019, pour revoir l'arsenal législatif, mais en présence d'acteurs politiques qui tout le temps, comme vous l'avez dit, guidés par les intérêts personnels, guidés par des jeux de calcul, ils n'ont pas pu saisir cette fenêtre ouverte. Au lendemain des législatives 2019, la deuxième fenêtre a été ouverte. C'est le dialogue politique. On a entendu des acteurs politiques qui ont justifié peut-être, comme vous l'avez dit, de bonne foi ou de mauvaise foi, leur absence à ce dialogue politique. On a entendu certains vitrioler des mots des plus durs, des plus acerbes, ce dialogue politique. Et je suis tenté de dire,
en m'enlevant un peu cette casquette d'acteur politique, mais de citoyen, de dire que quand il y a la politique, la chaise vide, et que certains se retrouvent dans une salle, ils ne peuvent que décider qu'en fonction de leurs ressentiments, qu'en fonction de leurs objectifs et de leurs intérêts du moment. De ce fait, nous avons raté 2 fenêtres politiques. La 3e fenêtre politique, c'est celle que les partis politiques visiblement ont offert aux acteurs politiques. Les partis politiques proches du président de la mouvance en disant « nous libérons les parrainages ». Peut-être que c'est un discours politique qui, dans la pratique, n'a pas été mis. C'est la question que j'allais poser, justement. Mais une fois que les parrainages ont été libérés, oui, je pense que les acteurs de l'opposition ont manqué de stratégie. Comment? Ils ont manqué de sagesse en cherchant à leur sein l'oiseau qui pouvait faire le travail. Et c'est là où je pense qu'ils étaient dans une ruse dans le discours parce que ils étaient conscients de ce que le bilan économique du chef de l'État, quel que soit celui qui viendrait à un moment donné, ne pouvait que conforter l'échec de l'opposition. Il y a une fenêtre qui a été ouverte à un moment donné en disant « nous ouvrons le parrainage ». Nous avons eu le parti Force Cori pour un Bénin émergent. On peut tout dire, mais le Force Cori pour un parti émergent, le Front Bénin émergent demeure aujourd'hui l'une des principales forces politiques de l'opposition. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'au sein des Forces Cori pour un Bénin émergent, on ait pu avoir du mal à se retrouver avec les autres forces politiques de l'opposition si on avait vraiment l'ambition de proposer à notre peuple une alternative crédible. On a vu au niveau des clans, des fronts, encore qu'au niveau des fronts, en fait, quand on a vu des acteurs politiques créés, détruits, se retrouver dans des fronts à un moment donné, le peuple ne se retrouvait même pas, la boussole pour voir si je veux tourner dos au chef de l'État, je veux tourner dos à la mouvance présidentielle, où est-ce que j'allais me retrouver. Le peuple était perdu. Parce qu'il n'y avait pas une boussole au niveau de l'opposition, il n'y avait pas une boussole au niveau, au niveau des forces qui devaient proposer une alternative. Dans ce contexte, le peuple était obligé à un moment donné de se replier, d'observer le jeu démocratique. C'est ce qui justifie, c'est l'une des raisons du fort taux d'abstention que nous avons eu au lendemain de ces élections. Dernier élément, quelqu'un l'a dit, qu'est-ce qui empêchait ces acteurs politiques, une fois que dans votre combat pour l'alternance, quelqu'un d'entre vous arrive à avoir le sésame rare, qu'est-ce qui vous empêche de vous mettre autour de celui-ci? Est-ce qu'on ne pouvait pas laisser les égaux? Parce que, même au sein de la mouvance, il y avait des ambitions d'être candidat aux élections présidentielles. Mais ces ambitions ont été telles parce qu'on a compris qu'à un moment donné que ce qui initiait au niveau de la mouvance était plus fort que les intérêts personnels. Mais au niveau de l'opposition, les intérêts personnels, visiblement, peut-être que ces intérêts étaient téléguidés de l'extérieur et téléguidés quelque part, visiblement étaient plus forts que la quête d'un projet, d'un idéal à présenter au peuple. Donc ceux qui, peut-être frustrés de la gouvernance du président Talon, étaient en quête d'une alternative crédible, d'un projet qui pouvait recueillir leurs sentiments, ne l'ont pas eu et ont préféré se taire. Il y a certains qui attendaient forcément que le jeu vienne et qui sont en face de 2 ou plusieurs projets de société et qui puissent juger. Mais quand ils ont eu 3 projets de société et qu'ils estiment que celui qui, après 5 ans, a montré, et au-delà de nos colères saines, a commencé par régler les colères de développement que nous avons, l'accès à l'eau potable, la lutte contre l'impunité, la lutte contre la corruption, l'égalité des chances dans les processus de bénéfice de l'intérêt collectif des recrutements dans la fonction publique, les recrutements dans la société d'État. Lorsque quelqu'un vient en 5 ans, commence par faire taire ses collègues de développement, il est de bon ton que tout le monde puisse s'aligner derrière lui. Moi, je pense qu'il y a tous ces éléments qui sont rentrés dans le jeu. Mais je fais partie de ceux qui... Donc l'opposition n'a pas été à la hauteur. Non, on n'avait pas une opposition qui était à la hauteur. Il y avait peut-être des personnalités de l'opposition qui, individuellement, avaient de la matière à vendre, avaient de la qualité, mais sur le terrain politique, sur le terrain de la... Il n'y avait pas une stratégie commune. Il n'y avait pas de stratégie, tout le monde allait... Mais dans le même temps, est-ce que le parrainage n'a pas été utilisé en même temps pour profiter peut-être de leurs faiblesses et les écarter? Le parrainage a toujours été un filtre. Vous avez parlé de la Côte d'Ivoire. Parce qu'on a écouté par exemple Rachid Gbadambassi qui a clairement dit qu'il y a eu un consensus au bière de sorte à ne pas donner le parrainage à une candidate, Rika Madougou par exemple. C'est le jeu politique. D'accord. C'est le jeu politique.
les parrainages ou dans les pays, il y a même des parrainages citoyens. Oui. Il y a du lobby, il y a des Oui. pressions qui se font sur les citoyens Oui. pour ne pas donner des parrainages à des candidats. candidats. Oui. Donc c'est un feat qui a été fait, c'est le jeu politique. Nous tirons aujourd'hui leçon de ce que ça n'a pas été parfait. Tout n'a pas été rose. Et que nous devons faire en sorte que les 5 prochaines années, ou dans l'immédiat, Oui. nous puissions davantage apaiser le climat et saisir les opportunités, les fenêtres qui seront ouvertes, peut-être dans le contexte sociopolitique de la sous-région, des fenêtres qui seront ouvertes par chacun des acteurs politiques ou par le chef de l'État lui-même, pour ramener tout le monde autour de l'idéal commun. L'idéal commun, c'est le progrès social, c'est le progrès économique. Voilà, c'est déjà consommé de toute façon cette élection-là, mais ça fait déjà 3 élections d'affilée sous le régime du chef de l'État, le président Patrice Talon, et avec cette mandature qui va démarrer bientôt, on aura encore en 2023 une élection législative, puis en 2026 les élections générales. Landry Adelakoun, quelles peuvent être les leçons qu'on peut tirer des élections successives qu'on a organisées jusque-là, avec les différents travers qu'on a pu noter pour pouvoir améliorer nos systèmes électoraux? Je pense que quand on voit le chef de l'État, sous qui il y a eu ces élections successives qui malheureusement ne sont pas les meilleures de l'histoire du renouveau démocratique, et on peut considérer qu'il a pris bonne note. Et il l'a dit, moi je l'ai suivi, ou comme M. Tidjani l'a reconnu, en tout cas en disant qu'il pense que sous son second mandat, il essaiera de corriger ce qu'il y a lieu de corriger pour que tout soit bien. Donc, des choses à corriger, c'est déjà ce qui s'est passé pendant ces élections. Et donc, si nous voulons faire vraiment bien, il est important que tout cela soit corrigé parce que de la gestion des frustrations issues de ces différentes élections, et dépendra l'avenir du Bénin, dépendra les élections de 2023 et de 2026. Déjà, une frustration en 2019 qui n'a pas été bien réglé, en 2020 qui n'a pas été bien réglé, et 2021 encore venu s'ajouter à ce qu'il y avait déjà là, et vous avez constaté par vous-même. Donc, il faut déjà, je pense que, sans vous mentir, je vais citer juste le professeur Joseph Diogou, pour dire que le Bénin n'a pas un problème de tête, mais un problème de tête. Et mes vis-à-vis l'ont dit, et je vous l'ai dit également, c'est que la démocratie béninoise est assise sur de la pourriture. Que l'on soit de l'opposition ou de la mouvance. C'est des acteurs qui se connaissent et généralement, je n'aime pas aborder les questions purement politiques parce que j'estime que je ne me retrouve pas dedans. Vous êtes ici, vous parlez, le monsieur va se faire nommer ministre demain. Donc, vous savez... Pour moi. Bon, pour vous, je prie. Au moins, vous vous souviendrez qu'on était sur un plateau ensemble. Donc vous voyez que, je l'ai dit aussi sur un plateau, je dis les gens aujourd'hui, ils sont de l'autre côté, certains sont ici, certains sont hors. Et la plupart des opposants qui sont très acceptés sont des gens qui sont hors du pays. Ils sont hors du pays. Qui sont des gens qui étaient au pouvoir hier. Aujourd'hui, lorsque vous parlez, vous dites non, il y a violation des droits de l'homme, les principes démocratiques, c'est ci, l'état de droit, c'est cela. Ils sont contents. Ils applaudissent. Ils trouvent que c'est juste. Mais hier, ils étaient là sous le président Boni Yayi, on a vu. Et pendant que vous réagissiez à l'époque, ils étaient les gens qui donnaient l'ordre pour qu'on gazait les gens. Donc les acteurs politiques sont comme ça. Quand ils sont assis ici, bon, voilà, c'est non, comment? Mais quand ils perdent le pouvoir, ils trouvent que oui, ce que vous dites est correct. Donc ça fait que dans ce terrain, moi, je n'aime pas trop parler des individus, donc nous parlons des principes. Donc c'est pour vous dire que ce qu'il y a lieu de faire, c'est de s'asseoir effectivement. Mais si vous avez une société qui est basée sur de la pourriture, les gens sont pourris, de l'opposition et de la mouvance, les gens se tiennent entre eux, ils se connaissent très bien, ils savent qui a fait quoi et qui... Bon, donc chacun sait comment chacun vit et sur quoi chacun vit. Non, dans cette situation, on ne peut que faire ce qui se passe là, je vous l'ai dit. Moi, président de la République, je connais tout le monde, comme l'a dit le chef de l'État, je tiens tout le monde, donc, mais, écoutez, c'est ce qui est en train de se passer. Mais malheureusement, cela n'arrange pas le Bénin. Et l'opportunité que moi je trouve, c'est que le régime actuel est en train de faire la promotion des jeunes, d'une nouvelle classe politique. Que l'on soit politique ou non politique, société civile ou pas. Parce que sous ce régime, vous allez constater que nous avons pu voir ce que chacun est. Il y a des gens qui hier étaient vénérés, nous avions de l'admiration pour ces gens, ils étaient même carrément nos modèles. Mais au moins de 5 ans, nous avons découvert qui ils sont. Et le peuple béninois a découvert qui ils sont. Et donc, que l'on soit de la mouvance de l'opposition, le peuple béninois a découvert réellement le béninois dans ce qu'il est. Et donc, c'est un avantage. Maintenant, avant d'aller aux élections de 2023, il est important que les gens puissent faire une assise. Le chef de l'État, il a dit qu'il ne trouve pas l'opportunité d'une assise. Bon, je pense que peut-être qu'il a aussi sur les nerfs, c'est normal, c'est un humain. Ben, je pense,
par rapport à ce qui s'est passé pour les élections, mais je ne crois pas qu'il soit réellement fondé. Si effectivement il veut faire de son second mandat un mandat réussi, un mandat qui pacifie les relations, je ne pense pas qu'il soit en mesure de dire qu'il n'y aurait pas une assise. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes partis du renouveau démocratique en 90 pour arriver en 2021. C'est la fin d'un cycle, 30 ans. En 2020, nous étions à 30 ans. J'ai eu à lire certains auteurs ou certains acteurs politiques, par moments politiques ou non politiques, mais qui ont prévu, c'est-à-dire qui ont vu venir la situation que nous sommes en train de vivre. Et qui, même sous l'ancien régime, criait déjà à la nécessité d'une assise, comme l'a dit M. Adjovi tout à l'heure, que la conférence nationale de 90 méritait que les gens s'asseyent pour essayer de rebeloter les choses. Mais les gens ont fait la sourde oreille. On a fait des élections en 2016. On est venu et il y a eu des tueurs du pouvoir qui estiment qu'on ne peut pas faire des assises. Et ceux qui tuent en réalité le pays, ce ne sont pas ceux qu'on appelle les premiers citoyens, les chefs de l'État. Non, c'est l'entourage. Observez bien, même avec le régime qui est là. Pendant que vous êtes, comme l'a dit M. Tidjani tout à l'heure, il est acteur politique, il est apparenté BR, c'est ça, BR. Bon, la mouvance présidentielle en tout cas. Vous avez suivi son discours. Mais dans le même temps, vous allez voir un monsieur, parce qu'il est dans un gouvernement, en tout cas pour l'heure, sorti vous dit non, il n'y aura pas d'assises, nous n'allons pas dialoguer avec des terroristes, nous n'allons pas dialoguer avec des apatrides. Voilà comment est-ce qu'on tord le cou, même au sens des mots, et à la cohésion nationale. C'est quoi apatride? Non, c'est quoi apatride? L'apatride, c'est celui-là qui n'est pas reconnu par une nation. Donc on tord le cou au sens des mots. Et l'apatride, c'est celui-là qui n'est pas reconnu par une nation, et cela est défini par la Convention de 51 sur l'apatridie. Mais lorsqu'on prend des gens qu'on peut qualifier comme non-patriotes et qu'on les définit comme apatrides, ça me pose un problème du point de vue du droit, encore que cela vient d'un juriste, ça pose un problème. L'apatride, c'est celui qui n'est pas reconnu par une nation, donc c'est celui qui n'a pas de nationalité. C'est ça un apatride. Donc l'apatridie, c'est le fait de ne pas avoir de nationalité. Maintenant on dit, on ne va pas dialoguer avec des terroristes. Jusqu'à là où nous parlons, on a arrêté certains qu'on accuse d'être, je ne sais pas, de vouloir fomenter du terrorisme et autres. Oui. Mais à aucun moment, il n'y a eu une décision de justice qui établisse le fait que Madame X ou Monsieur Y est terroriste. Voilà. Alors, pour un juriste qui fait une affirmation qu'on n'a pas discuté avec un terroriste, donc demandez-lui de nous sortir les terroristes. Qu'est-ce qu'il faut faire les terroristes? Il n'y a pas de décision. Je l'ai promis. D'ailleurs, c'est le prochain aspect, mais Élisée et Heribert Adjovi, sur cette question-là, est-ce que pour pouvoir peut-être s'assurer de meilleures élections à partir de 2023 déjà, en partant de 2019, en passant par 2020, en arrivant en 2021, en relevant les différentes frustrations, les pertes en vies humaines qu'on a enregistrées jusque-là, est-ce qu'il faudrait peut-être des assises nationales ou peut-être un autre dialogue politique? Qu'est-ce qu'il faut faire pour de bon en finir avec ces crispations qu'on enregistre de plus en plus à l'occasion de nos élections? Mais je pense que c'est au président Patrice Talon de prendre toute la mesure de la situation, parce que justement, même s'il faut se réunir, il ne faut pas se réunir dans un marché de dupes. Parce qu'en fait, si aujourd'hui, le désir de la classe politique de l'opposition, c'est qu'on retourne à la situation hantée, il est hors de question. Le peuple ne le veut pas. On ne veut pas de cette situation où la classe politique, à peine 10% de la population, parce qu'ils se disent intellectuels, parce qu'ils se disent haut perchés, s'accapare du patrimoine national et laisse le peuple dans la paupérisation. On n'en veut plus. Donc c'est la première chose qu'il faut savoir. Maintenant, est-ce que pour cela, pour changer les choses, il faut aller vite tout en piétinant tout? Non, nous ne voulons pas aussi ça. Donc c'est pour cela que c'est au niveau du chef de l'État que le travail doit se faire. Il doit vraiment rentrer en lui-même et chercher les ressources. Parce qu'en fait, la classe politique de l'opposition veut qu'on revienne à la situation hantée. Non, ce n'est pas possible. Parce que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon ce que nous vivions avant. Oui, il y avait, on essayait de jeter un peu du pain au peuple, mais en même temps, on s'arrange
pour se partager le butin. Non, ce n'est pas une bonne chose. Mais en même temps, j'entends là, tout de suite, qu'on pourra répondre, mais aujourd'hui, beaucoup sont écartés, mais il y a un petit nombre autour du chef qui s'accapare de tout. Non, vous savez, il y a une chose, il y aura toujours des privilégiés. Ça, c'est très important de le savoir. Il y aura toujours des privilégiés dans une nation. Maintenant, effectivement, il faudrait que celui qui a la tête, et c'est ça, en fait, notre préoccupation. Tout ce que nous avons comme problème aujourd'hui, c'est parce que depuis 1960, et ce n'est pas qu'au Bénin, le colon qui est parti a laissé en place un système politico-administratif qui fait en sorte qu'on met en place des cadres qui travaillent toujours par rapport au Bénin pour la France. Et on n'est pas arrivé jusqu'à aujourd'hui à nous asseoir. Si nous devons faire des assises, c'est des assises pour dire comment nous voulons construire le Bénin de demain. Et non, comment nous allons faire pour qu'en tant qu'acteur politique, on puisse toujours s'entendre sur le dos du peuple. Donc c'est pour cela qu'il faut que le débat soit clair. Assise pour assise, je dis non. Si le président de la République, à travers son deuxième mandat, il dit qu'il veut faire du social, et il fait appel aux cadres qui peuvent l'aider dans ce sens et ne pas compter que sur les courtisans qui, en fait, lorsqu'il y aura un problème, seront les premiers à partir et à dire que c'est lui qui a reçu le mandat du peuple. Et s'il écoute aussi l'opposition en disant qu'il veut faire plaisir à l'opposition, qui ne veut qu'en fait que s'approcher pour renverser la marmite, en fait, il faut écouter le peuple. Et le peuple, c'est quoi? Je pense que il a la volonté d'aller loin. Il a la volonté de conduire le pays vers le développement. Le problème que nous avons en réalité, nous n'avons pas de problème de mandat et de tête. Nous avons un problème de, comment on appelle, d'appropriation du système en considérant notre sociologie. Et c'est ce que nous n'avons pas fait. Au Bénin, comme partout en Afrique, qu'un chef de l'État reste jusqu'à la fin de ses jours, ça ne pose aucun problème. En fait, aux citoyens. Ce que le citoyen veut, parce que nous avons le sens de la royauté. Oui. Ça, là, il faut le savoir. Nous n'avons pas un problème de... Mais ce qu'il faut maintenant, le peuple veut que chacun reçoive ce dont il a droit. Vous gérez à la tête, le peuple ne dit rien. Est-ce qu'il a de l'eau potable? Est-ce qu'il a l'électricité? Est-ce que l'éducation est assurée à tous les fils du pays? Est-ce qu'au niveau de la santé, le système sanitaire est bien? Et est-ce que, alors, il y a des dispositifs qui sont mis en place pour que même les jeunes qui sont au chômage puissent avoir quelque chose? Est-ce que la femme, lorsqu'elle est enceinte de cette période-là, jusqu'à l'accouchement, est-ce qu'il y a un dispositif? Voilà. Et les personnes âgées, est-ce qu'il y a de soutien? C'est de ça que le peuple a besoin. Dès que cela est résolu, quelqu'un peut rester au pouvoir jusqu'à mourir, ça ne fait rien au peuple. Parce qu'on veut un guide éclairé. Et maintenant, évidemment, la question des libertés, est régulée. Vous avez vu, il y a des royautés. Il y a des royautés, même en Afrique, je n'irai pas loin, au Maroc, il y a des royautés. Tout le monde sait ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Mais le reste, l'État assure ce qu'il faut. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, assise nationale pour assise nationale, non. On ne veut pas, en tout cas, le peuple ne veut pas qu'on revienne en arrière. Aujourd'hui, il faut qu'on sache que le président Patrice Talon est un peu, là je rentre un peu dans le spirituel, est un peu, comme on a dit en son temps par rapport au peuple d'Israël, est un peu comme la loi. C'est un peu pédagogue, parce que la loi ne sauve personne. De la même manière, aujourd'hui, en fait, le président Patrice Talon, par rapport aux réformes et comment il nous conduit, en fait, il veut nous faire rendre compte de ce que le système est perverti. Et que maintenant, nous prenions conscience et que par rapport à ça, nous choisissons le bon chemin. C'est à cela qu'il faut arriver. Mais s'il constate que c'est les mêmes qui, ensemble avec lui éventuellement, ont perverti le système, qui veulent que le système revienne comme tel, il ne va pas accepter. Et je suis d'accord avec lui. Mais s'il est question de dire, nous tous, nous constatons que nous avons contribué à la situation que nous avons actuellement, et que maintenant, nous acceptons de laisser nos égos, nous acceptons de faire taire nos intérêts personnels et que nous voulons penser au Bénin dans 20 ans, dans 50 ans, alors
assise nationale ou une concertation sans que ce ne soit assise nationale, ça peut se faire. C'est pas forcément assise nationale. Un président de la République a plusieurs canaux pour échanger avec les gens. Mais s'il s'agit de dire « ôte-toi, je vais mettre », ça ne se passera pas. Mais en même temps, le président de la République a besoin d'écouter le peuple. Et je dis, la personne qui peut mieux exprimer ce que le peuple pense, c'est Dieu, la voix de Dieu. Cela est très important. Lukman Tidjani, est-ce qu'au niveau de l'exécutif, du président de la République, de son entourage, on a l'impression quand même que ça ne va pas au plan politique, au plan de l'organisation des élections? Est-ce qu'on prend conscience qu'on a des problèmes? Oui, je pense qu'on a toujours pris conscience que les choses, telles que les choses se passent, ça ne va pas. On a toujours pris conscience que même dans le processus des réformes politiques depuis 2016, il y a encore des brèches que nous pouvons colmater. Et lorsqu'on tend tout le temps la main aux acteurs qui sont en face, je l'ai dit tout à l'heure, je me répéterai, on sent de la ruse à leur niveau. On a comme l'impression qu'ils n'ont pas de la qualité, ils n'ont rien de pertinent à proposer qui puisse aller dans le sens de l'intérêt collectif. Le chef de l'État a répondu le 11 avril à une question. L'appel de l'opposition aux assises, est-ce que vous répondrez? Et le contenu de l'assise de l'opposition, nous le connaissons. C'est là que le chef de l'État dit non, je n'irai pas aux assises parce que le contenu que l'opposition donne à l'assise aujourd'hui, nous n'en avons pas besoin. Nous n'avons pas besoin d'organiser des assises pour permettre à des gens qui ont refusé de répondre des choses qu'on pourrait leur reprocher dans la gestion des deniers publics et qui ont décidé d'aller rester dans l'Hexagone, reviennent et que tout le monde applaudisse parce qu'on est en train de faire une paix de braves. C'est de ce contenu des assises que nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas des assises qui remettent en cause l'ordre constitutionnel. On a entendu des acteurs dire arrêter un processus électoral en cours parce qu'on veut aller vers la paix, parce qu'on a envie de s'écouter. On ne remet pas en cause notre constitution lorsqu'il est enclenché. C'est de ce contenu des assises que nous ne voulons pas. Si les gens comprennent et savent comment à un moment donné ils ont failli et qu'ils sont capables de faire un mea culpa, pas à Patrice Talon, pas aux partis qui sont autour de lui, mais au peuple pour dire nous avons failli à un moment donné, nous acceptons d'assumer la responsabilité qui est la nôtre, responsabilité morale, responsabilité pénale et juridique. Nous acceptons d'assumer cette responsabilité pour que le Bénin puisse progresser, pour qu'ensemble nous puissions évoluer. Nous demanderons davantage au chef de l'État d'être à l'écoute parce que c'est un homme d'écoute. Le peuple, moi j'ai demandé au chef de l'État dans un article qu'il puisse aller au contact de son peuple. Moi j'ai souhaité que cela se fasse sans protocole, que cela se fasse sans intermédiaire. Que le chef de l'État écoute davantage ce peuple-là pour savoir ce que le peuple veut. Et vous écoutez le peuple. Le peuple ne nous demande pas de revenir en 1990. Le peuple ne nous demande pas de demander aux nos compatriotes qui sont à l'extérieur de venir. Le peuple ne demande pas ceux qui ont demandé à leurs frères ou à leurs cousins des villages d'aller détruire des biens privés d'adversaires politiques. Le peuple ne demande pas de végéter dans l'impunité. Le désintérêt que le peuple a des acteurs politiques et que le peuple a eu des acteurs politiques depuis 1990 à 2016, c'est ce que nous sommes en train d'arrêter aujourd'hui. On a créé un climat d'impunité où lorsque vous et moi, nous brûlons pour eux, on peut facilement être sanctionné. Mais quand un acteur, rôlé d'une casquette d'acteur politique, de personnalité de haut rang, va à l'encontre de la loi, on reste dans des stratagèmes, on reste dans des compromis, on dit c'est un acteur politique, on doit le comprendre, on doit laisser tomber. C'est ça le peuple ne veut pas. Le peuple veut une égalité de tous devant la loi. Le peuple veut qu'on arrête avec l'impunité. Et si c'est des assises qui doivent remettre en cause tout ce processus, toutes ces réformes que nous sommes en train d'entreprendre, des réformes douloureuses pour chacun d'entre nous, mais des réformes qui apportent l'espérance pour l'ensemble des populations, si c'est pour remettre en cause ces réformes-là, nous n'accepterons pas. Et les acteurs de l'opposition, moi je pense que cette génération qui aujourd'hui accompagne le chef d'État à travers les partis politiques ne devrait pas accepter une assise qui remet en cause les acquis des réformes que nous avons entreprises. Et je l'ai dit, notre génération aujourd'hui, ce n'est pas le combat pour un héritage démocratique qui n'a pas réglé nos problèmes. Un héritage démocratique qui fait que mes frères de l'autre côté du Sénégal continuent d'aller dans la Méditerranée. Un héritage démocratique qui fait que de l'autre côté de notre pays, il y a des cellules de radicalisation parce qu'on n'a pas pu régler les problèmes d'emploi. On n'a pas pu régler les problèmes d'autonomisation de nos frères. Le combat de notre génération aujourd'hui, ce n'est pas un combat pour cet héritage démocratique. Nous allons tirer le son de ce que nous avons de cet héritage démocratique. Nous allons le façonner pour que, tout en réglant les problèmes de liberté, les problèmes d'expression, des problèmes
d'alternance, si nous pensons qu'il faut aller vers des alternances parce qu'un seul homme ne peut pas être perpétuellement le guide. Nous sommes 11 millions de Béninois, chacun des 11 millions peut à un moment donné, lorsque le système est bien assis, venir et propulser le développement. Nous allons régler ces problèmes-là. Mais l'idéal aujourd'hui, c'est faire en sorte que lorsque ma tante est enceinte à 3 h du matin, lorsqu'elle va dans le dispensaire à côté, qu'il y ait un personnel qualifié pour lui permettre d'avoir un garçon que j'appellerai neveu. C'est faire en sorte que le paysan, lorsqu'il cultive son maïs, qu'il puisse avoir des infrastructures l'amener à Dantokwa pour que les gens puissent acheter. Que ma jeune soeur, lorsqu'elle va à l'école et qu'à midi les parents ne sont pas là, qu'elle puisse avoir une cantine scolaire pour manger et qu'elle ait un système éducatif qui lui permet, lorsqu'elle finit, d'avoir des opportunités économiques au Bénin et en dehors du pays. C'est de ça que nous avons besoin. Et c'est le combat de notre génération. Et l'ensemble des jeunes qui sont au niveau des partis, la mouvance présidentielle comprennent cela. Nous allons travailler à faire en sorte que les libertés soient de plus en plus renforcées, que les gens s'expriment davantage et que les gens, en exprimant leur opinion, puissent respecter aussi la liberté des autres. Ne puissent pas aller détruire les biens privés ou les biens publics, mais nous allons continuer aux côtés du chef de l'État à faire en sorte que les colères de développement puissent être satisfaites et que nous allons vers un épanouissement. Assise pour assise, non, mais peut-être assise avec plus de contenu et de nouveaux objectifs, oui, à entendre les deux intervenants précédents. Landry Adelakun, mais loin d'organiser des assises actuellement, on assiste plutôt à des arrestations. Vous avez commencé à mettre le doigt dessus tout à l'heure. Il y a beaucoup de personnalités, ou peut-être de personnes tout court, qui se sont vues privées de leur liberté depuis quelques semaines, juste après la présidentielle du 11 avril, et il y a des voix qui s'élèvent de plus en plus pour dénoncer peut-être des arrestations arbitraires, etc., etc. Est-ce que vous pensez que cela augure ou cela présage de bon augure en ce qui concerne le climat social du nouveau quinquennat? Je pense que apprécier si cela présage de bon augure ou pas, c'est un peu difficile. Ce qu'il faut faire remarquer, c'est que nous avons tous constaté qu'avant les élections, il y a eu une situation et je pense le jour et après les élections, il y a eu les violences que nous avons constatées un peu partout dans le pays, hein, mais majoritairement dans la partie centre du pays et un peu dans le nord. Et par principe, lorsque nous sommes en face des violences, donc des infractions tant au code électoral qu'à la loi pénale, donc le code pénal, il est important que dans un état de droit et de démocratie, que l'on puisse faire le point, que l'on puisse mettre la main sur ceux-là qui sont présumés auteurs, instigateurs et autres de ces différentes infractions. Et donc, sur ce principe, on ne doit pas a priori se faire des inquiétudes. Par contre, ce qui pourrait inquiéter, c'est le climat. C'est le climat qui a prévalu, qui a conduit à ces élections, et c'est le climat d'après. C'est le climat d'après. Et puis après également, c'est la possible dépendance des institutions judiciaires, donc de la justice béninoise. Et quand vous faites le point, une lecture croisée de tous ces différents éléments, vous comprenez ceux-là qui ont des inquiétudes et qui crient, qui montent au créneau pour dénoncer les arrestations dites arbitraires. Mais quand vous vous mettez dans la posture des gouvernants qui ont en charge les questions de sécurité intérieure et donc peut-être même la défense, je dis défense, je vais vous expliquer tout à l'heure, la défense de l'État face aux ravisseurs, aux mercenaires ou aux attaques étrangères, vous comprenez également que face à une telle situation, ce qui est en train de se faire peut être compris et peut être justifié. Mais lorsque vous regardez les questions qui sont toujours revenues sur comment est-ce que nous opérons, notre justice opère, comment est-ce que la police républicaine opère, eh bien, il y a lieu également de s'inquiéter. Mais une chose est sûre, quand on veut être factuel, c'est qu'il y a des violences. Il l'a dit, il y a eu des biens publics, des biens privés, et peut-être même l'intégrité de certaines personnes, donc des forces armées et autres, et qui ont vu ainsi leurs droits également en tant qu'humains, donc les droits de l'homme, violés ou des atteintes ont été portées à ces droits, pas des citoyens béninois. Est-ce que vous voyez? Parce que les violations des droits de l'homme, ce n'est pas seulement d'un seul côté. Donc, vous-même, agent de l'État et autres, vous pouvez en être victime. Donc, il fallait interpeller ceux-là que l'on estime être auteurs, n'est-ce pas? Mais, après, lorsque vous observez également tel que les choses ont été conduites, il y a lieu de s'inquiéter. De se demander sur quelle base finalement certaines personnes ont été interpellées et la méthode d'interprétation
et je dis non pas d'interprétation, d'interpellation de ces acteurs peut également susciter des inquiétudes et des interrogations. Parce qu'il est connu qu'en droit pénal, lorsque vous présentez un certain nombre de garanties, bon, ça peut être perçu par certains comme étant un régime de faveur, mais lorsque vous présentez un certain nombre de garanties, on ne peut pas vous traiter comme on aurait traité un quid-d'âme qui n'a pas de garantie, qu'on ne peut pas localiser, on ne connaît rien de lui, on n'a aucune information. C'est ce qui fait que dans certaines procédures, on vous met en garde à vue et après on vous dit vous êtes sous convocation. Parce qu'on sait que oui, c'est M. Tidjani, il est directeur de ci, il est ça. Donc, a priori, vous voyez un peu. Mais quelqu'un qui vient, qui débat, qu'on dit il est présumé auteur de tel, on n'a même pas d'informations, on ne sait pas dans quel quartier il vit, ou bien on vous a dit qu'il serait de tel village. Mais là, on dit, bon, monsieur, on vous dépose en attendant. Mais au Bénin, on a vu des interpellations sur le pont, on a vu des interpellations de gens qui revenaient de cours, on a vu, tout cela, ce n'est même pas inquiétant. Mais après, jusqu'à aujourd'hui, les arrestations qui ont été faites, personne n'a communiqué là-dessus, ce n'est que le porte-parole du gouvernement, et pour ma part, permettez que je ne puisse pas donner du crédit, assez de crédit aux propos de l'exécutif. Pourquoi? Ah non, non, je pense qu'on peut être objectif sur le plateau. Hein. Oui, tout à fait. Ah voilà. Sois-le. L'exécutif, c'est l'exécutif. Vous voulez qu'il vienne dire quoi? Il va dire ce qu'il a dit parce que c'est l'exécutif qui a à charge les questions de sécurité, la sécurité intérieure. Donc pour eux, ils viennent justifier pourquoi est-ce que M. Y a été interpellé, c'est tout. Alors qu'on aurait aimé écouter le procureur qui vienne juste relater les faits et non accuser. Donc le procureur, lui, son rôle, c'est de relater, c'est de présenter les faits. Donc il informe le peuple. Mais juste là, peut-être que j'ai manqué un épisode. Je n'ai pas encore écouté le procureur pour qu'il nous dise. Mais par contre, sur les réseaux sociaux, on apprend que tel a été pris pour blanchiment de capitaux. Tantôt, c'est association de malfaiteurs, c'est terrorisme et autres. Donc, vous voyez, tout un éventail d'infractions qu'on vous présente qui fait que le silence du procureur qui, dans cette procédure, représente la société. Même s'il est nommé par le gouvernement, il est le bras droit du garde des Sceaux, tout le monde connaît ça. Mais il représente donc de bonne foi le procureur, dans une telle procédure, représente la société. Il a à charge de faire le point à nous autres. Mais il ne l'a pas fait. Mais ce qui m'inquiète, et il a dit, c'est cette facilité que nous avons qu'un acteur politique est interpellé de très tôt voir une interpellation politique. Oui. Mais quelqu'un comme moi maintenant là m'interpelle, ouais, personne ne sait que je vis et puis il y aura rien. Personne. Ça n'aime personne. Mais quand vous voyez que c'est un ancien ministre, un ancien député ou bien un député, un maire, donc finalement on crée un climat, ce n'est pas aujourd'hui, un climat de supériorité entre les citoyens béninois. Quand celui qui a pris le canard au village est pris et que sans aucune formalité, on le jette quelque part, et c'est après 5 ans, on sort son dossier, on voit qu'on a même perdu le dossier. C'est factuel, c'est des réalités. Ça, personne ne s'en émeut. Mais quand c'est un acteur politique, ça inquiète. Mais je comprends, au regard de ce que nous avons vu, jusque-là, et on peut reconnaître que notre justice, et depuis quelque temps, ça a toujours été ainsi sous le régime précédent jusqu'à maintenant, notre justice n'est pas dans la meilleure phase qu'elle devait être. Et là, et ça aussi c'est factuel, nous avons envie des réformes, qui sont des réformes, je l'espère, qui seront aussi revues. Par exemple, les réformes au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, qui a maintenu le chef de l'État comme président du Conseil supérieur et qui a fait entrer des halogènes, dont ces ministres de l'économie et consorts, ils sont mis dedans. Et ceux-là vont décider de la carrière des magistrats. Et quand ceux-là doivent décider de ma carrière à moi, je pense que quand j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai une famille, tout ça. Bon, on peut comprendre que même si la loi me donne une certaine indépendance, donc indépendance organique, que je ne puisse pas être réellement indépendant pour faire le travail qu'il y a à faire. Et maintenant, l'autre inquiétude, c'est que quand vous voyez la juridiction devant laquelle on balance ceux-là qui ont été interpellés, une juridiction malheureusement tristement connue, ça fait que, franchement, on peut s'inquiéter. Et quand on connaît tout cela, on peut s'inquiéter. Mais enfin, je dis, ce qui m'inquiète, ce que moi je souhaite dans tous les cas, c'est que ceux qui sont réellement auteurs des violences, des actes que nous avons vus, que nous avons connus, puissent être interpellés et que la justice puisse être dite conformément à l'abécédaire du droit pénal surtout, et que ceux-là qui n'ont rien à voir, franchement, ceux-là qui n'ont rien à voir,
et qu'on puisse réellement laisser les gens rentrer chez eux, retrouver leur femme ou bien leur mari pour certains, leurs enfants pour d'autres, leurs camarades pour certaines personnes. Et qu'on ne se réfugie pas derrière la loi et derrière les violences que nous avons connues et pour régler des coups. Et maintenant, je pense que c'est aussi une leçon pour ceux-là qui ont l'habitude de s'en prendre à leurs compatriotes et au bien public, parce que vous et moi, on serait rentrés dans ce qui s'est passé dans notre pays, là, qu'on aurait certainement pris un coup. Donc, pour ceux-là qui ont l'habitude, pour un oui ou un non, de s'en prendre au bien public, au bien de l'État, et vous voyez, je paie les factures d'eau et d'électricité, donc notre argent, ce que ça a fait, bon, on le détruit en un coup. Donc, que ceux-là aussi puissent quand même essayer de comprendre que dans un État, lorsque vous n'êtes pas d'accord, il y a des juridictions. C'est ce que nous faisons. Il y a des voies oui, nous adorons ça. Nous adorons ça, le juge constitutionnel, il nous reçoit tout le temps. Et la Cour africaine également nous recevait jusqu'à ce que le 26 dernier, on ne pouvait plus. Très bien. Élisée Eribella Beladjovi, sur cette question, quelles sont vos différentes conceptions de ces arrestations-là? Est-ce que c'est à prendre négativement ou positivement? Je vous ai dit à l'entame de cette émission que nous sommes en train de venir vers la fin d'un cycle. C'est tout le système qui est perverti. Et il ne s'agit pas de dire on ne doit pas arrêter, on doit arrêter. Très bien. Il faut connaître les raisons de l'arrestation. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une volonté de la part d'une certaine classe politique de l'opposition. Je ne dis pas forcément ceux qui sont embastillés, ceux qui sont en prison, mais de remettre en cause ce qui est en train d'être fait actuellement et de revenir à la situation hantée. Mais nous ne voulons pas de la situation hantée. Mais en même temps, est-ce que ça voudra dire que nous ne voulons pas que les choses évoluent? Mais non, nous voulons que les choses évoluent. Et je pense que l'expression de la Renaissance me plaît bien en ce sens que lorsqu'on parle de Renaissance, alors on remet les choses à plat. Et on voit ce qui a été bien fait, ce qu'on peut encore faire. Et donc, dans ce sens, je ne suis pas aussi pour l'impunité. Je ne suis pas aussi pour qu'il y ait des gens qui soient au-dessus de tout. Je ne veux pas une fois encore dire que forcément ceux qui sont actuellement en prison se comportent comme ils sont au-dessus de tout. Je n'ai pas tous les éléments d'appréciation. Et donc, ce qui est important, c'est que l'on travaille à renforcer l'unité nationale. Et pour le renforcement de l'unité nationale, ça peut amener de la part, que ce soit de l'opposition ou de la mouvance, des sacrifices, et notamment de la part du président de la République. D'aucuns diraient que tout ce qui se passe actuellement, c'est pour quand même faire taire des velléités de déstabilisation, et que lorsque tout passera, on sera au-delà du 23 mai, où il y aura l'installation du président pour son second mandat, que les choses vont rentrer dans l'ordre. Je pense que ce qui est au-dessus de tout, c'est le Bénin. Le Bénin. Le Bénin est au-dessus des intérêts de la mouvance, le Bénin est au-dessus des intérêts de l'opposition, et le Bénin, c'est-à-dire le peuple. Et donc, je ne voudrais pas, a priori, porter des jugements. Nous avons un arsenal juridique et judiciaire. Que cela soit appliqué, il peut y avoir des appréhensions. Et là encore, cela dépend de ce que nous appelons la démocratie occidentale que nous avons transplantée chez nous. Et vous savez ce que ça crée dans la sous-région et partout. Lorsque la démocratie va dans le sens des intérêts de ceux qui se disent les maîtres du monde et soutiennent la démocratie, disent « Ah, il faut la démocratie, il faut la démocratie ». Mais dès que leurs intérêts sont bafoués, ils sont même capables d'assassiner des chefs d'État. Je n'en dirai pas plus. Donc, c'est pour dire que nous sommes dans un système perverti. C'est ça. Et qu'il va falloir que nous recherchions nos repères. Parce que nous avons également le sous-labra-palabre chez nous. Et que lorsqu'il y a des problèmes et qu'il y a des déviations, on peut se retrouver, il y a des possibilités de se retrouver pour échanger. Donc, ne demandez pas à celui qui, d'une manière ou d'une autre, estime qu'il y a une volonté de déstabiliser son régime, peut-être même avec de soutien extérieur, de rester les bras croisés et de laisser la situation évoluer ainsi. Et ne demandez pas également au peuple d'applaudir tout. Donc, ce qui est important,
c'est que nul n'est au-dessus de la loi, c'est la première chose. Ce qui est important également, nous devons travailler au maintien du tissu national, et donc par rapport à ça, il y aura des sacrifices à faire. Et une fois encore, je pense que c'est le président de la République, c'est à lui que nous demanderons le plus grand sacrifice, parce que au-delà de tout, il est le président de tous les Béninois, qu'il soit au Bénin, qu'il soit à l'extérieur. Et donc, au-delà de tout, il va falloir qu'il rentre en lui-même, qu'il y ait l'expression également du pardon, qui soit manifesté à travers lui, mais que les gens ne pensent pas que il faut tout faire pour revenir en arrière. Non, il ne faut pas revenir en arrière. Il faut aller en avant. Et pour cela, il n'y a pas d'a priori, il n'y a pas des gens qui sont au-dessus de la loi, mais en même temps, il faudrait faire en sorte qu'en voulant tout gérer par la force, on se retrouve dans une situation difficile. Très bien. Voilà. Il y a eu beaucoup de réactions sur nos différents canaux digitaux et entre autres réactions sur cet aspect-là notamment. Il y a Eric Tchapé qui dit par exemple, il faut déjà commencer à libérer les prisonniers arrêtés arbitrairement, c'est lui qui a employé ce mot, et laisser ceux qui sont en exil rentrer dans leur pays, ce serait déjà un bon début. Est-ce également votre avis, Lukman Tidjani? Je suis de ceux qui pensent que aucun d'entre nous n'a sa place en prison. Je suis de ceux qui pensent que tous les concitoyens, tous les compatriotes ont besoin de revenir sur leur pays, dans leur pays, sur leur terre natale et contribuer au développement collectif. Mais je suis aussi ferme sur le fait que chacun doit être responsable des actes qu'il pose et que les fuites en avant, les compromis ne sont pas de nature à renforcer notre vivre ensemble. Une société qui vit indéfiniment dans l'impunité, c'est une société qui construit elle-même son cancer social, parce qu'à un moment donné, il y aura détonation et on ne pourra plus gérer. Je voulais d'abord, je trouve une parenthèse et féliciter l'ensemble de nos concitoyens parce qu'on n'a pas eu des affrontements entre militants, des affrontements entre des gens d'une ethnie à une autre. Je pense qu'il faut féliciter nos concitoyens d'abord pour ça. Deuxième chose, je pense que nous avons tous une responsabilité collective à reconnaître que notre système, pendant beaucoup d'années, a été extraverti, a été à la limite, même pas, vous l'avez dit, pourri, et que c'est le moment pour nous de réasseoir ce système-là. Nous avons aussi une responsabilité à mener nos hommes politiques à travers la pédagogie. Quelquefois, même s'il faut aller vers les sanctions, des fois on sanctionne les acteurs politiques à travers les unes, mais s'il faut aller vers des sanctions plus dures, amener nos acteurs politiques à plus de responsabilités, à ne pas céder à des violences de sentiments, à des violences dignes des badauds, des enfants qui n'ont pas reçu d'éducation civique ou morale. Je ne dis pas que ceux qui sont en prison, ceux qui sont de nos frontières, sont tous dans ces cas-là, mais nous avons tous une responsabilité collective à amener nos acteurs politiques à faire preuve de responsabilité, d'éthique et de morale dans l'exercice de cette pratique-là. La dernière chose, c'est que nous avons besoin de travailler ensemble avec les acteurs de la justice à faire en sorte que cette peur-là que nous avons quelquefois de la justice, cette crainte que nous avons de la justice, que nous puissions de temps en temps faire taire cette crainte-là et faire confiance à notre justice. Moi, je connais beaucoup d'acteurs de la justice qui sont capables de dépasser les télécommandes, s'il y a des télécommandes, pour vraiment faire vivre le droit, faire vivre la loi. Pour faire leur travail en toute indépendance. J'ai beaucoup de compassion, beaucoup de peine pour nos concitoyens qui ont été arrêtés dans ces mouvements. Pas plus tard que ce matin, un ami me confessait qu'il a un de ses frères qui a été arrêté dans la zone. J'ai beaucoup de compassion pour ces gens-là. J'ai encore plus de compassion pour des personnalités que nous connaissons pour leur rôle dans l'édification, dans la formation des citoyens qui sont là aujourd'hui. J'ai compassion pour certaines personnes qui pouvaient porter autrement le flambeau du Bénin à l'international, mais qui se retrouvent là. Mais je pense que nous devons faire beaucoup plus confiance à la justice. D'accord. Vous avez parlé de méthodes. Je pense qu'il faut revoir aussi les méthodes. Les méthodes de ces arrestations, les stratégies de communication qu'il y a autour. C'est vrai, quelquefois, le silence est de nature à apaiser. Peut-être que
le procureur dans un silence pédagogique parce que il est là, il fait taire toutes les pour ne pas complètement faire flamber encore la situation. Voilà, pour ne pas faire flamber, il y a un silence qui est pédagogique. Oui. Mais il y a aussi des fois, il y a certaines personnes qui doivent se taire. D'accord. Parce que le contexte dans lequel nous sommes, il y a un conflit, il y a un malaise. Il faut le dire, notre société est en crise profonde. Au-delà de cette crise des acteurs politiques, il y a une crise profonde. Des fois, il faut savoir se taire, il faut savoir quel mot placer pour calmer les adhérents. Je pense que c'est le rôle de nos des acteurs politiques. Je pense que les médias en font déjà beaucoup. Tout le travail que les médias font depuis un moment pour amener un climat de paix, je pense qu'il faut vraiment les saluer. Parce que le message de paix, le message de quiétude, les débats d'idées comme ça que les acteurs des médias suscitent et animent permettent à un moment donné de faire taire les frustrations, de gérer les frustrations. Nous avons davantage besoin de ça. Merci infiniment. Dernier aspect, je voudrais que vous puissiez répondre à cette question commune en 1 minute chacun, je vous prie. Le développement, ça y est, c'est le titre ou l'intitulé du projet de société du candidat Patrice Talon et puis avec sa colistière Mariam Chabi Talata. Et dans sa campagne électorale, il a promis desserrer, j'emploie ce terme peut-être trivial, desserrer la ceinture afin que chaque citoyen ressente un peu plus les effets des différents efforts que l'État a dû faire ces dernières années. Quelle est la part du social dans le prochain quinquennat? Landry Adelakun. Je pense que déjà c'est heureux à partir du moment où le chef de l'État lui-même reconnaît qu'il est l'heure de desserrer la ceinture. Et moi, je suis heureux. Tout simplement, j'attends et j'estime que ces 5 prochaines années seront certainement les meilleures parce que quand on va additionner 5 ans à ce que chacun de nous a, mais écoutez, vous voyez ce que ça fait. Donc, j'estime que nous sommes là et que un des chantiers sur lesquels je l'attends plus, c'est la relecture de la loi sur l'embauche. C'est la relecture de la loi sur l'embauche, ils l'ont dit tout à l'heure. Il faut que nos acteurs politiques puissent quand même discuter des questions d'idées, des questions essentielles. C'est des questions sur lesquelles on ne voit pas les gens discuter généralement. Ce qui les intéresse, c'est la réforme du système partisan. Donc c'est ça qui les intéresse. Alors que ce qui touche, et vous savez, la population béninoise, elle est jeune. Donc ce qui touche tout le monde, ou mouvance, opposition, société civile, où on pourrait se retrouver, c'est la question d'emploi. Et donc, la relecture de la loi sur l'embauche, et puis après, on verra comment est-ce que essayer d'encadrer au mieux les questions de liberté et aussi également d'essayer de revoir le code sur le numérique, tout en punissant ceux-là qui sont auteurs de diffamation et autres, mais en revenant sur les principes que nous connaissons et qui ont été d'ailleurs transposés dans le Code de l'information et de la communication de 2015, et donc les questions d'amende ou de dommages et intérêts, et non des questions d'emprisonnement pour des délits de presse ou pour des délits de diffamation, d'injures et autres. Donc, je pense qu'il y a assez de chantiers, et moi, j'ai confiance, et ils l'ont dit, le chef de l'État, il a assez d'ambition, quand vous voyez là, assez d'ambition, jusque il y a quelques éléments sur lesquels j'estime que cette fois-ci, il doit pouvoir écouter les voix discordantes, il doit pouvoir nous écouter, nous autres, qui ne sommes ni de l'opposition et de la mouvance, mais qui observons, qui apprécions, qui rappelons juste quelques principes. Donc, c'est très important. En tout cas, le social, et il faut le faire et penser aussi aux différentes factures, que ce soit l'eau, l'accès à l'eau, ils l'ont dit, j'ai suivi, ils ont donné des pourcentages. Donc, je pense que dans 5 ans, parce qu'il y a des endroits dans notre pays qui n'ont pas de l'eau, et un effort considérable a été fait pendant ces 5 dernières années. Donc, dans 5 ans, on aurait évolué. La question également de l'électricité est en train d'être résolue. Je pense que dans 5 ans également, on aurait évolué. Donc, ce sont des chantiers sur lesquels moi je l'attends, parce que pour nous qui nous disons défenseurs des droits humains, les droits de l'homme ne sont pas seulement des questions de droits civils et politiques, donc les questions de liberté, non. Il y a les questions socio-économiques et culturelles. Donc, nous sommes venus ici tout en prenant sur une belle voie. Donc, et je pense que c'est déjà des efforts, et nous encourageons ces efforts-là, tout en rappelant au chef de l'État et à tous ceux qui l'entourent que sur des questions de droits civils et politiques, il y a quand même des choses à régler. Et aussi, on ne va pas oublier la question des hôpitaux. Je m'attendais à ce que l'on puisse avoir l'hôpital de référence de Calavi sous le mandat qui est en train de finir. Malheureusement, on ne l'a pas eu. Nous espérons que pendant les 5 prochaines années, nous les aurons, et que les hôpitaux départementaux également seront davantage rénovés, et que les plateformes techniques seront au point. Très bien. Élisée Héribert Abeladjovi. Oui, je pense que le peuple a besoin qu'on ait un état de sécurité. Et un état de sécurité, c'est que le président de la République fasse en sorte, tout en n'installant pas l'impunité, comment faire en sorte que ceux qui sont actuellement en prison, est-ce qu'il faut des discussions, et que après l'installation
pour le second mandat, les libérer, ceux qui sont en exil. Il faut en tout cas mettre en place un dispositif pour que le dialogue continue, parce que nous sommes tous béninois et donc personne ne sera de trop dans la construction de notre pays. L'état de sécurité, c'est également que le béninois est ce dont il a droit. L'état de sécurité, c'est qu'on ait davantage de pistes rurales pour que les paysans puissent pouvoir écouler leurs produits, trouver de voies d'accès pour écouler leurs produits. L'état de sécurité, c'est qu'il y ait de dispensaires, de grandes unités de santé pour qu'on ne soit pas obligé de faire des évacuations sanitaires à l'extérieur et que, c'est ça, hein, oui, pratiquement dans toute l'Afrique, même les autorités sont obligées d'aller à l'extérieur pour des choses qu'on pourrait avoir des plateaux sur place, que l'on puisse assurer cela. L'état de sécurité, c'est aussi que la jeunesse ait du travail et que là où on ne peut pas encore avoir du travail, qu'il y ait des mécanismes quand même pour aider cette jeunesse-là à s'en sortir. L'état de sécurité, c'est que ceux qui sont déjà actuellement en train de travailler, que l'on puisse mettre en œuvre un dispositif pour ne pas fragiliser l'emploi. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais n'importe quel patron peut renvoyer son employé pour un oui ou un non, oui, par rapport au dispositif actuel. Et il va falloir qu'on revienne là-dessus. L'état de sécurité, c'est que ceux qui sont chargés de l'éducation de nos enfants, c'est-à-dire les enseignants, notamment dans le secondaire, il y a vraiment à s'y pencher. On parle de... il y a un terme là, les enseignants... Les aspirants. Voilà, les aspirants, tout ça, c'est vraiment une bombe, oui, une bombe à retardement. Il faudrait régler ces questions-là. Et l'état de sécurité, c'est bien évidemment que toute la population, les différentes couches socio-professionnels puissent être à l'aise d'être béninois. Le président a de grandes ambitions. Il veut consacrer son second mandat pour le social. L'état de sécurité, c'est qu'au terme de ce second mandat, qu'on aille à un degré de développement qu'on peut dire, oui, nous ne sommes pas encore là où nous voulons, mais là où nous sommes arrivés, on peut se dire, on a fait du chemin, on est allé loin. Très bien. Lukman Tidjani. Oui, je dirais santé, que nos populations vivent en bonne santé, que les infrastructures de santé puissent être renforcées, que le plateau technique puisse être renforcé, que des mesures soient mises en œuvre pour soutenir nos compatriotes qui se retrouvent dans les conditions de santé et qui n'ont pas forcément l'accessibilité financière. Les mesures d'accompagnement, je ne dirais pas de gratuité, d'accompagnement sur un certain nombre d'affections, ça permettrait à beaucoup de nos concitoyens, Dieu seul sait combien de Béninois souffrent du diabète, souffrent de dialyse, combien de femmes veulent accoucher n'ont pas forcément les moyens, qu'on puisse accompagner les femmes à ce niveau. Je parlerai de sécurité économique. Je reviendrai sur la question de l'ARCHE, l'assurance pour le renforcement du capital humain, qui est tant désirée par l'ensemble de nos compatriotes, que cela puisse aller vers la généralisation et que l'on puisse l'ouvrir à d'autres secteurs, les étudiants, les jeunes qui sont sans emploi, qu'on ouvre ces dispositifs d'accompagnement à tout le monde. Je parlerai de sécurité économique, vous avez parlé de la loi sur l'embauche. Je parlerai aussi du relèvement du SMIC. Ça fait plus de 10 ans que le SMIC est standard au Bénin. Je pense que le chef de l'État gagnerait pour son deuxième mandat à relever le SMIC, discuter avec les acteurs du secteur privé pour aller vers le relèvement du SMIC. Je parlerai après des services sociaux. On a besoin de services sociaux dans nos pays. On a besoin d'espaces de loisirs. Parce que quand on finit de travailler, on a juste besoin de jouer. On a besoin d'espaces de loisirs. On a besoin d'espaces sains. Et que les espaces sains puissent être vraiment des espaces viables dans notre pays. Nous avons vraiment besoin de cela. Il faut être à l'écoute des jeunes. Parce que Dieu seul sait les cellules de radicalisation que nous avons, de petits foyers que nous avons dans notre pays. Parce que les jeunes ont le sentiment d'être délaissés, d'avoir été délaissés par les gouvernants. Et ils se retrouvent facilement embobinés par ces cellules de radicalisation. Je pense que la gouvernance gagnerait davantage être aux côtés de ces jeunes, aux côtés des femmes et des personnes vulnérables pour faire en sorte que les petits problèmes qu'ils ont, les besoins qu'ils ont, puissent être davantage renforcés. Je parlerai aussi de nos amis, des populations vulnérables, des personnes vivant avec des handicaps, des personnes qui à un moment donné sont en conflit avec la loi et qui méritent un accompagnement socio-psychologique, un accompagnement socio-professionnel pour se sentir appartenir à une même nation. C'est comme ça que nous allons forger notre vivre ensemble. Je pense que ces 5 dernières années, nous avons montré que nous avons la capacité de le faire. Nous pouvons le faire, nous l'avons déjà commencé. Et nous pouvons le faire si chacun assume sa responsabilité dans la limite
de ses obligations républicaines. Très bien. On va sortir de ce pays pour prendre la direction de N'Djamena, pas forcément N'Djamena seulement, mais au Tchad, où le maréchal président Idriss Déby Itno est décédé en début de semaine. Selon la version officielle servie par les autorités, c'est qu'il a été tué au front en allant au combat contre les rebelles au nord de la capitale. Alors, Élisée Eribel Abel-Adjovi, on a entendu l'opposition tchadienne émettre des réserves sur les circonstances du décès du maréchal président. Est-ce que d'abord vous doutez peut-être de ces circonstances-là? Ça, c'est la première question. L'autre question fondamentale, est-ce que le Tchad aujourd'hui risque le sort de la Libye post-Kadhafi? On va opiner sur ce sujet-là en une prise de parole par personne. Je commence par vous. Oui, je fais juste le constat qu'on a eu Eyadema père, Gnassingbé Eyadema, et qu'aujourd'hui on a fort Gnassingbé. Je constate juste qu'on a eu Ella Dioma Bongo et qu'aujourd'hui on a Ali Bongo. Je fais juste le constat que, pour ne pas trop multiplier les exemples, qu'on a eu le maréchal Idriss Déby Itno et qu'aujourd'hui il y a son fils Mahamat Idriss Déby. Et je fais le constat que tout cela se passe dans une géopolitique tchadienne de confrontation entre l'armée régulière et la rébellion, et que le Tchad, qui constitue quand même une force importante dans la zone du Sahel, parce que quand vous prenez le Tchad, il y a la Libye, oui. Comment on appelle, au nord, oui. Vous avez la Centrafrique au sud, à l'est, il y a le Soudan, à l'ouest, il y a le Niger, oui. Et puis au sud-ouest, il y a le Cameroun. Une zone voyez, suffisamment sensible du point de vue de la montée du djihadisme. Absolument, mais vous constatez quand même que ce soit dans la... comment on appelle, dans la zone du Sahel, oui. Que ce soit même au-delà de cette zone, à travers les frontières autour du Tchad, que le Tchad a constitué jusque-là, vraiment une sécurité pour les acteurs, et que dans le G5 Sahel, le Tchad, sur 6000 soldats déployés, donne à lui seul pas moins de 1800. Absolument. Et que régulièrement, le président Idriss Déby allait lui-même au front. Oui. Et si vous ajoutez à cela que le Tchad est un partenaire privilégié de Paris, de la France, et que la force Barkhane est là, et qu'il y a vraiment la base militaire, deux bases militaires principalement, en N'Djamena, vous vous demandez comment le maréchal Idriss Déby Itno peut mourir dans ces conditions aussi facilement. Il y a vraiment des questions à se poser, mais quand on regarde le passé, on peut se rendre compte que quelque chose s'est passé qui n'est pas bien. Quelque chose s'est passé qui n'est pas bien, et que même si Idriss Déby Itno est venu le 1er décembre 1990 en faisant partie Sénabré, qui semblait aller un peu vers les États-Unis en délaissant d'une manière ou d'une autre Paris, et que lui-même, Sénabré a renversé en 82 Gogoni Wedei presque dans les mêmes conditions, et que depuis une quarantaine, une cinquantaine d'années, on a eu la cession au pouvoir par coup d'État. On a l'impression qu'il y a un coup d'État du palais qui s'est déroulé à N'Djamena, et que c'est trop facile de dire que c'est au front. Bon, ça peut faire plaisir de dire que le maréchal est allé au front et que c'est au front, les armes à la main, qu'il est décédé, mais j'ai bien la faiblesse de croire que quelque chose s'est passé. Et personnellement, je trouve qu'on a du chemin en tant qu'Africains, parce que vous vous rendez compte, parce que ça on ne dit pas beaucoup, entre le jeudi et le vendredi, avant que le président Emmanuel Macron ne vienne pour les obsèques le vendredi, il y a eu des bombardements de la part de la force Barkhane sur la rébellion, qui est quand même, on peut dire d'abord, de l'opposition armée sur des Tchadiens. Une centaine de personnes décèdent comme ça. Et après cela, on voit comment la cérémonie même s'est déroulée. Oui. Vous avez l'impression, on a dit, la France ne veut pas. La France ne veut pas. La France ne veut pas. Mais on a l'impression que... on est où? Je perds mes mots parce que je me rends compte qu'il y a
Non, on a du chemin. On a du chemin. Ce qui s'est passé à N'Djamena avec le décès du président Idriss Déby Itno, on ne pouvait pas penser qu'en plein 21e siècle, en 2021, ça allait se passer. On peut dire quelque part que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude parce que dans le passé, le président Idriss Déby Itno aussi a aussi alimenté, a aussi soutenu des rébellions, notamment, mais j'ai l'impression qu'il y a un dernier boulot qu'on lui a demandé qu'il n'a pas voulu faire, notamment par rapport à la Centrafrique, peut-être. Non, on a du pain sur la planche. On a vraiment du pain sur la planche. Et ce qui pourra régler cette situation, c'est qu'on donne du contenu à nos forces d'interposition. Il y a le G5 Sahel, mais le G5 Sahel dépend fondamentalement des puissances étrangères. Et il va falloir qu'on ait du contenu et que nous nous prenions en charge. Il va falloir qu'on se prenne en charge. Parce qu'on a vu vendredi l'affirmation de la part de Paris de ce que il y a encore complètement implanté le précaré français. Et c'est une humiliation pour l'Afrique. Landry Adélakun, si jamais le Tchad cède à la menace terroriste, ça va être complètement la catastrophe dans le Sahel, mais également dans les autres pays africains en général, parce que le Tchad, on a vu déjà ce qui s'est passé en Libye, le Tchad semble un dernier rempart pour la montée du djihadisme. Aujourd'hui, Idriss Déby Itno n'est plus là. Est-ce qu'on a le droit d'avoir peur? Le Tchad ne semble pas être un dernier rempart. Le Tchad est un dernier rempart. Très bien. Le Tchad est un dernier rempart. Et vous savez, l'armée tchadienne, c'est l'une des armées les plus fortes du continent aujourd'hui. Et quand, avec toute la précision qu'a donnée M. Adovi tout à l'heure, vous comprenez un peu la position du Tchad dans tout cet engrenage. Vous savez, le Cameroun, la Libye qu'on a déjà détruit, tout ça. Donc finalement, le Tchad devient également un foyer de terrorisme, tout simplement. Et puis, toute l'Afrique est embrasée. Nous l'avons vu, nous l'avons connu avec la chute du régime Compaoré ici. Et puis, le Burkina ne s'en revient pas toujours. C'est le même système qui continue. C'est le même système. Et puis, on met quelqu'un là, c'est-à-dire on installe quelqu'un au pouvoir qui fait... Il applique sa compréhension des questions de démocratie, de droits de l'homme. On applaudit tant que ça rentre dans le champ de ce que nous voulons et c'est bon. Et puis on applaudit. Et quand on voit qu'il n'est plus totalement en train de respecter les engagements, on trouve que c'est un régime dictatorial. C'est peut-être vrai, hein? C'est un régime dictatorial. Et puis dans la foulée, vous apprenez qu'il y a eu décès au front, des trucs comme ça. Non, ce qui s'est passé au Tchad, c'est un coup d'État. Et c'est un push, parce que... Ça n'a pas d'autre nom. Non, ça n'a pas d'autre nom. Donc, vous savez, je n'invente rien. Moi, je dis des trucs avec des précisions. C'est un push parce que on peut ne pas comprendre les conditions dans lesquelles le maréchal a rendu l'âme. Mais les événements d'après... Ça, la vitesse à laquelle on a tout dissous. Oui, parce qu'on nous a dit, tout simplement, la Constitution tchadienne dit, déjà à partir des articles 81, 82, 83... C'est comme la constitution béninoise, togolaise, ivoirienne, sénégalaise. C'est pratiquement la même chose, on recopie. Non, on vous dit, lorsque le chef de l'État est empêché, empêchement définitif, c'est le président de l'Assemblée nationale qui vient. Dans un délai de 45 jours minimum, 90 jours au plus, il organise des nouvelles élections. Qu'est-ce qui s'est passé au Tchad? C'est d'abord l'armée qui a annoncé, c'est bon, ils sont allés au front ensemble. On peut comprendre. On annonce le décès. Dans la foulée, on annonce la création du Conseil militaire de transition. Et dans la foulée, on annonce la suspension du gouvernement et de l'Assemblée nationale. Dans une comédie digne de ce qui s'est passé au Togo, quelques heures après, quelques jours, l'Assemblée nationale, par le biais de son président et quelques individus, sort un communiqué et dit que nous, on prend acte de la situation exceptionnelle. Et, vous n'existez même plus juridiquement. On vous a dit à dissous. Et vous pondez un communiqué. Le Togolais m'a dit, mais qu'il ne comprend pas comment est-ce qu'une assemblée nationale qui est dissoute renaît et disparaît. Donc on renaît pour dire, nous là on a pris acte et qu'on laisse le comité a même de faire ci et de faire ça. C'est ce qui s'est passé dans le cas du Togo. Le Togo, c'est le même scénario. On dit, c'est l'Assemblée nationale, c'est le président qui doit prendre. Le gars il vient se réfugier ici au Bénin. Pendant que la Côte d'Ivoire est en train de jouer les bons offices, c'est le monsieur même qui prend, il sort un communiqué pour dire l'Assemblée nationale togolaise reconnaît le pouvoir en place. Et puis c'est comme ça qu'on a reconnu le président fort. Donc c'est la même chose. Donc c'est un coup d'État. Si le Tchad arrivait à disparaître, je vous assure, j'invite les Africains à prendre la carte de l'Afrique pour comprendre les positions de chaque État. Lorsque
ces gestes-là frappent au Niger, les Béninois sont ici, ils sont imperturbables. Oui. Ça me surprend. Oui, ça ne Lorsque les gens frappent au Burkina, ils sont ici, ils sont imperturbables. Lorsque ça se passe au Cameroun, et vous vous dites, mais au Nigeria, avec les pays frontaliers, on dit il y a un truc là, et puis vous êtes ici, ça ne vous inquiète pas. Donc imaginez pour le Tchad, on se dira que le Tchad est loin, alors que le Tchad n'est pas loin. Il suffit de prendre par le Niger, vous êtes au Tchad. Le Mali. Donc, quand vous prenez la carte, vous comprenez tout simplement que ce qui se passe ici, là. ça peut facilement arriver. Donc aujourd'hui, M. Adoui l'a dit, nous comprenons tout simplement que tant que les intérêts français oui. sont garantis, il y a les droits de l'homme, il y a la démocratie. Comment comprendre que la France, dite pays des droits de l'homme et de démocratie, puisse encourager le Conseil militaire de transition et que la France vienne sur le terrain et parle comme si nous étions à Paris, comme si nous étions à Marseille ou à Lyon. Mais au XXIe siècle. Et vous savez, la tristesse dans cette affaire, c'est le silence de l'Union africaine. Mais c'est incroyable. Donc, des fois, vous vous demandez les émissions régionales et consorts là. Bon, est-ce que vraiment il faut les maintenir ou carrément les faire disparaître? Mais dans une certaine analyse, on comprend que bon, elles ont aussi leur place. L'Union africaine n'a rien dit. La seule chance au niveau de l'Union africaine, c'est la Commission de sécurité et de paix de l'Union africaine qui a demandé à ce que l'on puisse revenir à l'ordre, au respect de l'ordre constitutionnel. Mais l'Union africaine n'a rien dit. C'est peut-être parce que Feki, ou bien comment il s'appelle, a été ministre des Affaires étrangères sous le maréchal. Moi, je ne comprends pas. Donc, aujourd'hui, les Africains ont intérêt à ce que le Tchad ne devienne pas un autre foyer de tension après la Libye. Depuis qu'on a renversé Kadhafi, vous avez vu, la Libye, ce n'est plus un pays. Hein. Ce n'est plus un pays. Et aujourd'hui, quand on voit, mais vous êtes là, les gens comme nous, là, les petits États que nous sommes, nous n'avons pas de force. Et si le Tchad est le principal donneur, le principal dans le G5 Sahel, et que ce Tchad-là disparaît, et que l'on laisse passer ce qui est en train de se passer, je vous assure que dans les prochaines années, vous allez voir, parce que au-delà même des pays qui sont dans le lac Tchad, ce n'est pas un pays comme la Côte d'Ivoire ici qui est souvent aussi frappé. On a vu les attentats de Grand Bassam. Donc ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui est totalement et ce n'est pas le Congo qui depuis lors n'est jamais sorti de guerre. Et il a donné des exemples. C'est un peu pareil au Congo quand on a fini avec les Kabila là. Heureusement que Tshisekedi est là et qui continue aussi d'une manière ou d'une autre. Donc voilà un peu l'inquiétude d'aujourd'hui, c'est que la France, il faut le dire d'une manière ou d'une autre, est en train de continuer sa politique africaine, c'est tout. Ça va. Lukman Tidjani. Oui, bien malin celui qui dira ce qui s'est passé ces derniers jours au Tchad pour que le président maréchal ne soit plus parmi nous. Mais il y a une certitude, c'est que des gens à un moment donné ont vu leurs intérêts, ont peut-être vu la pile partir de la télécommande, une mission qu'on a peut-être commandée et que le maréchal n'a pas voulu faire, ou à un moment donné, il a commencé par aller mettre les pieds dans les intérêts de la France. Mais ce qu'il faut retenir, comme tout le monde l'a dit, c'est que nous n'avons pas intérêt à laisser le Tchad revenir dans la situation de la Libye. Nous n'avons vraiment pas intérêt à cela. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que sur le tableau des intérêts géostratégiques, des intérêts des États, les discours, la littérature change, les exigences changent. J'ai vu Macron à un moment donné, dans certains cas, demander le retour à l'ordre démocratique. Mais j'ai vu la fois dernière Macron, ami du président d'un conseil militaire de transition. Dans ces circonstances. Dans ces circonstances. Et ce qu'il faut retenir aussi, nous avons un véritable travail à faire dans nos États, aller vers la véritable souveraineté, une indépendance. Je pense que c'est peut-être ça le travail que le maréchal a commencé et qui a commencé par déranger. Mais je pense que nous n'avons vraiment pas d'États indépendants. Nous n'avons pas d'États souverains. Nous avons juste des États qui sont dirigés par des marionnettes à la sorte de la France. Quand moi j'étais vraiment peiné quand je vois, excusez de peu, que les amis français, mais est-ce que un président de la quarantaine venir dans un pays s'ériger comme un colon pour venir, il est assis et les esclavagistes, les vendeurs d'esclaves sont assis là. Le colon vient, il fait sa revue de trop. Tout le monde l'a poussé avec un discours arrogant, un discours outrageant pour l'Afrique. Je pense que, et depuis, aucune voix ne s'est levée. Au-delà de l'Union africaine, je connais des chefs d'État qui auraient pu sonner, taper du poing sur la table,
Mais le discours que Macron a tenu à N'Djamena, ce n'est pas un discours de souveraineté pour l'Afrique. On a comme l'impression que c'est De Gaulle qui est ressorti de sa tombe pour venir parler à des États qui demandent l'indépendance. Très bien. Je pense qu'il faut qu'on arrête là. Nous avons besoin en Afrique d'être traités d'égal en égal. Et pour le faire, il faut que dans nos États, nous ayons des systèmes forts, que nous ayons des chefs d'État qui font preuve d'audace et qui travaillent vraiment pour la souveraineté de nos États. Heribert Labelle-Adjo, il veut ajouter quelque chose? Oui, juste que à N'Djamena, vendredi, le président Macron a parlé, a soutenu la junte au pouvoir, mais il y avait le président de l'Union, en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi, qui a dit que nous voulons en tant qu'Union africaine soutenir l'ordre constitutionnel, qu'il faudra y arriver. Le président Alpha Condé de la Guinée était là également. Absolument. Et il a estimé que vraiment c'en est de trop, mais c'est beaucoup plus des discours, pas d'actes concrets, mais ça peut se comprendre puisque, ne l'oubliez pas, en suivant les événements, le président intérimaire, le général Mahamat Idriss Déby, a été reçu à l'ambassade de France. Chez Emmanuel Macron, c'est un peu comme le garde-cercle qui rend visite au gouverneur. Et donc, normalement, il devrait être reçu, le président Emmanuel Macron devrait être reçu à la présidence tchadienne. Mais ça ne s'est pas passé ainsi. C'est le général Mahamat qui va le voir à l'ambassade. Qui va le voir à l'ambassade. Donc, un peu, je pense que les choses sont claires. Et en fait, c'est un plan qui existe depuis pour l'Occident. Il faut recoloniser l'Afrique s'il le faut. Et parce qu'il y a problème. Et donc, aujourd'hui, il s'agit du chaos contrôlé. On crée des situations de faillite des États pour qu'on soit obligé de mettre maintenant des bases militaires et pour contrôler. Mais là, je pense que nous-mêmes, nous avons intérêt, à nous mettre ensemble et pour avoir des ensembles forts, mais en même temps diversifier nos partenariats. Et dans ce sens, l'implantation de la Fédération de Russie, ça vient remettre les choses à plat. Il faudrait maintenant qu'en dehors des Occidentaux, qu'il y ait la Russie. Dans tout ça, nous allons essayer de jouer parce qu'il s'agit d'un jeu. Si nous nous laissons, on va nous phagocyter. On a besoin maintenant de diversifier nos partenariats et aussi construire une Afrique unie. Et ça passe par les projets intégrateurs. Je pense qu'il y a un projet au niveau de la CEDEAO, de l'Union africaine, qu'il faut vraiment rapidement renforcer. C'est le projet sur le financement des armées en Afrique. Je pense qu'il y avait un conseil qui était mis en place dans lequel le président Patrice Talon participait. Je pense qu'il faut vraiment trouver de nouvelles sources de financement. Il ne faut pas tout le temps dépendre de la France pour chercher nos ressources. Il faut trouver d'autres. Sur la table de la concurrence, les gens se prendront davantage au sérieux et nous respecterons aussi. Merci infiniment à vous, messieurs. Chers invités, Élisée Heribert Labelle-Adjo, vous êtes gouverneur du magazine panafricain, le label diplomatique. Vous êtes aussi président du caucus panafricain des journalistes. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. Et Landry Adelakun, vous êtes juriste. Merci aussi de votre présence dans cette émission. Merci, monsieur le journaliste. Merci, chers co-débatteurs. Et merci également à nos internautes. Voilà, qui nous ont suivis. Lukman Tidjani, acteur politique, membre de la majorité présidentielle. Merci infiniment d'avoir partagé aussi ces moments de réflexion avec nous. Merci, vous avez un très beau studio, j'aurai le plaisir de revenir. Merci infiniment, nos portes sont grandement ouvertes à chacun et à tous. Et merci infiniment à vous qui nous avez suivis de bout en bout. On va se retrouver la semaine prochaine avec de nouveaux invités pour de nouveaux sujets d'actualité. À très vite.